L'homme plaque la fille contre le mur, l'avertissant de ne même pas essayer de s'enfuir de lui. Une fois qu'elle l'a brisé, elle n'a plus d'issue. Elle le nie et l'appelle par son titre. Il interrompt brusquement ses excuses confuses et lui ordonne de l'appeler par son nom. Ses yeux rouges brillent de manière prédatrice sous des mèches de cheveux noirs. C'est comme si même le vent s'était calmé, comme s'il n'y avait plus personne au monde à part ce couple. La lectrice ne peut cacher sa joie lorsqu'elle s'arrache au livre. Elle ne peut qu'admirer le talent de l'auteur. Le personnage du roman, quant à lui, saisit l'héroïne par la taille. Le moment tant attendu par la lectrice est sur le point d'arriver, quand soudain elle est interrompue par la femme de chambre. Elle rapporte qu'un invité du palais impérial est venu voir la jeune fille. Cela surprend le lecteur, mais il claque docilement le livre, regrettant seulement d'avoir été arraché à la partie la plus intéressante. Une fille nommée Clizia Megerino suit une servante à travers le domaine tranquille de Shumarin. Elle est la fille unique du vicomte de Megerino. Et en même temps, le fondateur du centre de recherche du Duché du Nord à l'Académie Shumarin, passionné de livres et notamment de romans mettant en scène le duc du Nord, dont Clizia s'est spécialisée dans le profil. Son rêve le plus cher est d'épouser le duc du Nord. Chacun de ses jours se déroule paisiblement, mais est rempli d'événements. Elle est distraite de ses rêves de lune de miel en Floride par une femme de chambre qui lui annonce leur arrivée. Elle s'inquiète de la visite de l'invité et espère que rien de grave ne s'est produit. La jeune fille écarte négligemment ses inquiétudes, notant qu'elle n'est jamais allée dans la capitale et encore moins au palais impérial. Mais l'instant d'après, Clizia est choquée. L'invité, qui est en réalité venu la voir et non son père, comme la jeune fille le soupçonnait, rapporte que l'empereur exige le divorce d'avec elle. Clizia ne comprend pas de quoi il parle, car elle n'a jamais vu l'empereur. Il s'avère que le temple a enregistré le mariage par erreur et qu'elle est en fait mariée à l'empereur. Son invité lui informe que selon la loi, après un divorce, l'ancienne impératrice doit passer 10 ans en réclusion afin de perdre tout pouvoir. Cela signifie que le vicomte Megerino est prié de déménager sur l'île de Lycaïe et que Clizia elle-même est interdite de retourner sur le continent pendant 10 ans. L'invité ajoute calmement que l'empereur a promis une bonne compensation, des terres, un domaine et des richesses. La jeune fille est catégoriquement en désaccord avec cela, ce qu'elle annonce haut et fort au voisinage. Clizia ne peut tout simplement pas comprendre pourquoi elle devrait payer pour l'erreur de quelqu'un d'autre. Le père lui ferme habilement la bouche et l'invité s'incline poliment. Tandis que le vicomte tente de calmer sa fille, Sir Ryan, l'invité, dit calmement à son compagnon qu'il a fait tout son possible. Bien que le père soit d'accord avec Clizia sur le fait que tout cela est injuste, il ne veut pas désobéir à l'empereur. Au début, le vicomte était un roturier, mais pendant la guerre, il est devenu un héros, pour lequel il a reçu un titre et des terres. Il ne s'intéresse pas aux querelles entre nobles et est prêt à donner sa vie pour l'Empire en tant que sujet véritablement loyal. Mais Clizia ne voit toujours pas l'intérêt d'obéir à un ordre absurde qui s'apparente à l'exil d'un traître. De plus, elle n'est pas ravie à l'idée de divorcer à 21 ans. La jeune fille a ses propres projets de vie, et ils incluent un mariage avec le duc du Nord et non 10 ans de réclusion. Ici, Koukas apparaît, essayant de remonter le moral de la jeune fille en lui rappelant que Clizia appartient au grand lien. Mais la jeune fille n'y croit pas du tout et décide d'agir, provoquer une agitation dans le temple et, si nécessaire, jeter un œil dans le palais impérial. Koukas est sûr que c'est ainsi que les liens se manifestent. La jeune fille change de vêtements et se dirige vers les écuries, quand soudain son père lui bloque le chemin. Il est prêt à exécuter les ordres de l'empereur et dit à sa fille qu'elle doit le vaincre si elle veut réussir. La magie du feu résout instantanément le problème, et maintenant les serviteurs effrayés récupèrent le vicomte tombé. Ils proposent d'envoyer une chasse à Clizia, mais il refuse. Ils ont tout fait pour empêcher la fuite, et il est temps pour la jeune fille de prendre ses propres décisions. Avec son sang, elle devrait s'éprouver dans les épreuves et ne pas ramper devant ses aînés. Tourmenté par des douleurs au dos, le vicomte part pour le domaine, accompagné de ses fidèles serviteurs. La ville de Mute est le seul moyen d'accéder à la capitale depuis le sud. C'est pourquoi il y a toujours beaucoup de gens de toutes sortes, des commerçants aux bandits. Clizia était si pressée qu'elle a parcouru au galop une distance de 2 semaines en 3 jours. Son cheval, Shukrim, a essayé de manger un morceau de viande, mais la fille l'a arrêté. Personne ne doit savoir que Shukrim est un hybride et que Clizia est une voyageuse inhabituelle.
Le cheval n'est pas content de cet arrangement, mais la fille l'envoie à l'écurie et s'en va. Elle explique le comportement du cheval par le fait que Shukrim a du mal à supporter la séparation. Clizia loue une chambre pour elle et s'assoit pour manger. Les invités doutent qu'elle soit un homme, mais en voyant son appétit, ils croient toujours à son déguisement. Clizia envisage de laisser un morceau de Shukrim, mais décide que c'est trop dangereux. Shukrim est un hybride d'un dragon et d'un cheval, un animal sacré. Il est incroyablement intelligent et robuste, et aussi très précieux. Généralement seule, la famille impériale possède de telles créatures, mais la fille a pu le récupérer sur la route. La fille le trouva au milieu du champ de bataille et lui offrit de la viande séchée. La guerre avec l'Empire Servan dura 10 longues années, et le vicomte emmenait souvent sa fille avec lui sur les récents champs de bataille. Quand Clizia avait 10 ans, la guerre prit fin. Et maintenant, alors qu'elle a enfin la chance de profiter de sa jeunesse, elle est menacée de 10 ans de réclusion. Clizia espère seulement que l'empereur sera conciliant. Muta, la plus grande ville commerçante de l'Empire Ferza, est contrôlée par la société Thoma Holdings, dont on peut dire qu'elle est plus influente que la famille impériale et le temple. Thomas Wicken est un jeune homme qui dirige l'entreprise et gère tout, de la vente de bonbons au marché noir. Il remarque Shukrim et exige que le serviteur découvre tout sur le propriétaire du cheval. Thomas dit à Luke qu'il s'agit d'un hybride et que son propriétaire n'est probablement pas du tout un roturier, mais qu'il cache seulement son identité. Cependant, s'il s'agit d'un homme envoyé par l'empereur, la situation changera radicalement. Des inconnus entrent dans la chambre de Clizia et découvrent qu'elle est une fille. Les frères de la nuit, qui ne sont en réalité que de petits voleurs, cherchent un moyen de tirer profit. La poudre de champignons sauvages mélangée à sa nourriture a endormi la fille. Les frères de la nuit, fouillant dans ses affaires, se rendent compte que Clizia est en effet une noble femme. L'attention de l'un d'eux est attirée par l'épée. Ils décident qu'il s'agit d'une antiquité qui peut être vendue avec profit. Mais ils sont alors attaqués par une fille qui a repris ses esprits. Elle pense qu'ils sont des tueurs à gages. Clizia les interroge, leur ordonnant de ne dire que la vérité. Les Knight Brothers nient les accusations de tentative d'enlèvement de Creta, affirmant qu'ils ne savent même pas de quoi elle parle et qu'ils voulaient juste obtenir des pièces. La jeune fille ne croit pas que les voleurs aient pu choisir sa chambre par hasard, mais ils insistent sur le fait que c'est vrai et ils profitent des voyageurs inexpérimentés en leur glissant des somnifères. Ils ajoutent également qu'ils sont les légendes de Muta, frère de la nuit, capables de voler n'importe quoi et n'importe où, comme le dit leur devise. Clizia remarque que les somnifères sont chers et les voleurs admettent qu'ils utilisent de la poudre de champignons sauvages. Ils ne comprennent pas pourquoi ça n'a pas marché sur la fille. Clizia répond calmement que les champignons ne fonctionnent pas sur elle. Le lion rouge de Choumarine, le chevalier Isaac Megerino, servait dans le détachement chevaleresque avec les oncles et tantes nommés de la jeune fille. Parmi eux se trouvait tante Lance, maître en médecine. Elle a apporté une contribution significative lorsqu'il y avait des problèmes avec les médicaments et en même temps elle a participé à toutes les batailles. De plus, elle était très attachée à Clizia et lui offrit diverses plantes médicinales et champignons. Grâce au dosage le plus fin de substances dangereuses, la jeune fille a développé une immunité à presque tous les poisons. Elle s'est endormie si vite uniquement parce qu'elle était fatiguée après le voyage. Les voleurs doutent même qu'elle soit humaine, car Clizia a non seulement battu 2 hommes adultes, mais le poison ne l'affecte pas. Lorsque la jeune fille se rend compte qu'elle doit remettre les voleurs à la garde de la ville, ceux-ci commencent à la supplier de les laisser partir. Ils jurent d'arrêter de voler et expliquent qu'ils le font par nécessité. Ils n'ont pas assez d'argent pour payer les médicaments de leur mère gravement malade. La fille est choquée, mais ensuite on frappe à la porte et on demande si tout va bien. Clizia ordonne aux voleurs de partir et leur donne de l'argent, les avertissant de le dépenser en médicaments. Elle ajoute que c'est leur chance de mettre fin au vol. Les frères de la nuit l'appellent la sorcière rouge, s'excusent immédiatement et se dépêchent de partir. Ils n'arrivent même pas à croire qu'ils ont réussi à duper la fille avec autant de succès, car ils n'ont jamais vu leurs parents. Ils pensaient seulement avoir vu la sorcière rouge, alors les frères de la nuit pensent vraiment à mettre un terme au vol. Clizia convainc l'employé de l'hôtel qu'elle essayait simplement de tuer l'insecte. Elle s'assoit fatiguée sur le lit, pensant qu'elle a cédé à l'émotion parce qu'elle ne se souvient pas du tout de sa mère. Se retournant, Clizia demande calmement s'il y a un autre étranger qui rôde de mèche avec les voleurs. Il s'enfuit en silence.
La jeune fille réfléchit au fait que la zone semble être sans loi. Pendant ce temps, Luke lit un rapport sur ce qu'il a découvert sur le propriétaire de l'hybride. Nom, Sacha Lynn, âge, environ 18 ans, était couvert de saleté, mais payait calmement avec des pièces d'or, mangeait avec avidité, mais observait l'étiquette. Tom devine qu'il s'agit d'un jeune descendant des nobles du Sud, expliquant que le cheval était tellement épuisé comme s'il avait chevauché pendant 3 jours sans interruption, ce qui signifie qu'il devait venir des terres du Sud. Ici apparaît l'espion qui suivait Clysia. Il était prêt à aider l'objet d'observation à affronter les frères de la nuit, mais non seulement il s'en est occupé lui-même, mais il s'est également avéré qu'il était immunisé contre les poisons. Il est probable qu'ils aient affaire au propriétaire des runes. Tom demande s'il a eu des nouvelles de l'ancienne Xena, et Luke répond qu'il n'a rien entendu, à part des rapports financiers. Tom est maintenant presque sûr qu'ils ont trouvé l'espion de l'empereur. Il leur ordonne d'organiser une rencontre avec le propriétaire de l'hybride. Il y a 20 ans, la famille impériale, avec le pouvoir de détruire la conscience des gens, a balayé de nombreux pays, les détruisant et tuant la population. C'était la guerre de Servin. Le chevalier Isaac Mejerine, qui a combattu pour l'Empire Ferse, a repris les terres du Sud, ce qui lui a valu le titre de Lion Rouge. Ainsi commença une guerre encore plus brutale entre les deux empires, qui dura 9 ans. Mais la bataille de Carrion Fields a instantanément renversé la situation grâce à un homme. Le prince héritier de l'Empire Fersa, âgé de 16 ans, a personnellement décapité des membres de la famille impériale Servan. Le génie militaire et stratégique du jeune homme a mis fin à la guerre et a réuni 70% du continent sous son commandement. Jan Fersa est désormais le plus jeune empereur, le dirigeant des 5 grandes dynasties du continent. Durant ses 10 années au pouvoir, il a stabilisé l'ensemble de la situation de la politique étrangère. Et maintenant, Jean Félixion de Fersa, le 4e empereur de Fersa, frappe à la table, exigeant que ce qu'il avait entendu soit répété. Il s'avère qu'il est marié. En raison d'une erreur du temple, l'enregistrement a été effectué il y a 3 ans. L'empereur exige que cette omission soit corrigée rapidement et discrètement. Mais c'est impossible. Le processus de mariage est sous la juridiction du temple et le palais impérial n'a pas le droit d'intervenir dans ce processus. C'est la première fois qu'une telle situation se produit. Dans les murs du palais, l'empereur ne cache pas sa véritable nature. Il est un psychopathe, un sadique impitoyable. Enragé, il ordonne une rencontre immédiate avec le grand prêtre. Le conseiller impérial, le comte Owen Miri, s'empresse d'exécuter l'ordre. Il prie pour que le temple répare tout rapidement. Mais le prêtre déclare calmement que c'est impossible. Cette règle a été mise en place pour empêcher la fraude au sein du palais impérial et même l'empereur est incapable d'en modifier le contenu. Jan Fersa rappelle qu'il s'agit d'une erreur du temple et qu'elle peut être corrigée en éditant simplement les documents. Le prêtre précise que ce ne sont là que ses paroles et que, selon les registres, l'enregistrement a été fait et signé il y a 3 ans. Le document ne peut être corrigé que dans la première année. Lorsque ce délai expire, les registres sont bénis et scellés. Quelle que soit la raison, les documents ne peuvent plus être modifiés. De plus, en raison d'un événement aussi important, l'enregistrement a été béni 3 fois. Le conseiller tente de calmer l'empereur, qui suggère d'inviter toutes les personnes impliquées à témoigner. Le prêtre répond que sa femme subit peut-être des pressions de sa part. L'empereur, fou de rage, utilise la rune. Le conseiller tente de le ramener à la raison. Le grand prêtre dit que les lois devraient être appliquées à l'empereur encore plus strictement qu'aux gens ordinaires. Il annonce que le mariage de l'empereur ne sera pas annulé. Jean Fersa est prêt à brûler le temple et à se convertir à une autre religion. Il est indigné que les dossiers aient été scellés sans même l'avertir. Ici, le conseiller nous rappelle comment, il y a quelques années, l'empereur lui a ordonné de trier lui-même les papiers. Les rebelles ont ensuite tenté de commettre une nouvelle tentative d'assassinat. L'empereur ordonna simplement que les documents du temple ne soient pas envoyés et qu'il s'occupe de tout le reste lui-même. L'empereur rapporte que le conseiller lui-même aurait dû prévenir tous les problèmes. Il note qu'il a fait de son mieux pour attirer l'attention de l'empereur sur les documents. Mais son frère lui ordonne d'arrêter de harceler Jean. Il dit que l'empereur et sa femme ne sont pas réellement un couple marié, ce qui signifie qu'une issue sera trouvée. Le divorce semble être l'option la plus judicieuse. Les documents resteront bien sûr dans les archives, mais presque personne n'y a accès. Le conseiller dit que l'épouse de l'empereur est Clytia Mejerino, la fille d'un vicomte. L'empereur se demande s'il s'agit de la même fille.
La jeune fille a 21 ans et n'a aucun péché. L'empereur ordonne d'oublier le divorce. La jeune fille sera considérée comme une femme divorcée et devra vivre en exil, ce qui n'est pas du tout juste. Le conseiller est choqué que Jeanne Ferza pense à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Il note que la fille du vicomte recevra tous les avantages d'une ancienne impératrice, plus un énorme paiement et de nouveaux biens. L'empereur demande s'il existe d'autres options. Il ne veut pas ruiner le destin de Clitia. Le frère d'Ian, Sir Ryan, propose un deuil national, choquant ses interlocuteurs. Ryan conseille alors d'épouser simplement la fille. Le conseiller supplie Ryan de se calmer. L'empereur claque la table et dit à Ryan Bartier de Ferza de sortir avec lui. Il existe 2 types de magie dans l'Empire Ferza. La première est l'invocation de la magie à l'aide de pierres de mana ou de minéraux qui fonctionnent sur la base de calculs et de rituels complexes. La deuxième est la magie runique, qui s'appuie sur la puissance accumulée dans le corps du magicien. Cela requiert des caractéristiques physiologiques et n'est pas à la portée de tous. Il faut avoir un don naturel. La magie est courante et utilisée pour les tâches de routine. Il est disponible grâce aux pierres de mana. Dans l'Empire Ferza, il y a des gens avec des compétences de combat et de magie incroyables, les chevaliers runiques. Le conseiller regarde tristement le duel des frères. La rune du vent ou le pouvoir du flux est le plus efficace pour le combat. C'est pourquoi Sir Ryan, comme beaucoup d'autres chevaliers runiques, l'a choisi. En revanche, la rune de glace ou le pouvoir du givre sont considérés comme beaucoup moins adaptés au combat. Ryan prévient son frère de ne pas abuser du remontoir manuel. Étonné par les puissants flux d'énergie de l'épée d'entraînement, il s'empresse de briser la distance. Ryan abandonne. L'empereur contrôle les 5 runes, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il dirige les grandes dynasties du continent. Il demande seulement pardon pour avoir eu trop peu de temps pour élever son jeune frère. Il ajoute que Ryan devrait être heureux d'avoir été doux avec lui. L'empereur envoie Ryan informer personnellement Megerino du divorce. Il s'indigne, rappelant qu'il est le capitaine de la garde du palais et qu'il lui faut 2 semaines à cheval pour se rendre à Choumarine. Le conseiller essaie de partir discrètement et sans se faire remarquer. Ryan pense que l'empereur est trop doux avec Isaac Megerino. Lorsque le chevalier refusa effrontément le poste de commandant des troupes, John lui accorda simplement un titre de noblesse et des biens personnels. Ryan a même pensé qu'il devrait faire pression sur Megerino en utilisant ce fait lorsqu'il les a informés du divorce, mais ce n'était pas nécessaire. Il pense qu'il s'agit d'un domaine ordinaire et reculé avec un vieux chevalier et une fille mal élevée et qu'il n'y a rien à craindre. Sir Ryan Bartier de Ferza est le seul frère de l'empereur qui a renoncé à sa noble vie pour devenir l'épée du souverain. Il a atteint seul le rang de capitaine de l'unité d'élite de la garde du palais impérial. Mais il n'a aucune idée qu'une fille mal élevée venue des bois soit capable de provoquer une telle agitation dans l'Empire. Le commis demande au secrétaire de Luke, Tom Royken, quels sont ses ordres concernant Sacha Lynn. Il note que le patron a dit de faire tout le plus naturellement possible. Il précise si l'hypothèse d'un hybride a été confirmée. Il s'avère que le propriétaire du cheval n'a demandé que de l'eau, car il partait le lendemain. Étant donné que les hybrides mangent de la viande, il n'est pas difficile de vérifier l'espèce de l'animal. Luke décide d'en profiter. Clitia est horrifiée par ce que Shukrim a fait. Les habitants et un boucher sont choqués par ce que le cheval a fait au magasin local. De plus, l'hybride mange de la viande sous leurs yeux. Clitia se jette sur Shukrim, exigeant une explication. Il essaie de se justifier par une faim terrible et incontrôlable. La fille essaie de lui arracher la nourriture, ignorant les paroles de l'hybride. La viande vole droit au visage de Hans, le propriétaire du stand de viande de Thomas. On demande à la fille si c'est son cheval. Elle comprend que désormais, les problèmes ne cesseront plus. Clitia parle à Luke et dit que Shukrim ne s'est jamais comporté comme ça. De plus, il prévoyait de partir ce matin. Luke se rend compte qu'il ne s'agit en effet pas d'un voyageur ordinaire, car il reste calme. La secrétaire est satisfaite de l'effet du stimulant de l'appétit. Clitia demande une indemnisation. Luke répond que ce n'est pas lui qui est propriétaire du comptoir, mais son subordonné et qu'ils discutent actuellement dans le bâtiment de la société Tom Holdings. Il ajoute qu'ils prendront eux-mêmes en charge le processus juridique. Ils ont une agréable conversation à voix haute, mais Clitia maudit Shukrim dans son esprit, et la secrétaire considère de plus en plus son interlocuteur comme suspect. Ils disent au revoir. La fille se demande combien ils vont exiger en guise de compensation et Luke invite Thomas. Il entre et commence à parler du désordre que le cheval a fait.
Clytia voit qu'il a les cheveux noirs, les yeux rouges et qu'il porte un costume noir. En bégayant, elle demande s'il est le duc du Nord. Il ne comprend pas comment elle l'a découvert. Thomas Wicken, le PDG de son entreprise, possède plus de capital que de nombreux nobles, malgré ses origines modestes. On le qualifie d'entrepreneur de génie, à la main d'or, mais ce n'est pas sa vraie personnalité. En fait, il s'agit d'Eugène Weiner de Servan, le dernier rejeton de la famille impériale, le chef des forces rebelles qui veulent faire revivre leur empire. Il était autrefois duc et possédait des terres dans le nord. Thomas observe l'interlocuteur et arrive à la conclusion qu'il s'agit d'une fille qui cache son sexe, et qu'elle est une noble femme, si on regarde la façon dont elle tient la coupe. Mais ce qui est plus important, c'est qu'elle connaisse son origine. Il demande ce que veut dire duc du Nord et ce qu'elle entend par là. En fonction de la réponse de la fille, Thomas décidera de la tuer immédiatement. La jeune fille est gênée car elle a pris son interlocuteur pour un duc en raison de sa ressemblance extérieure avec le personnage. Elle dit que ça lui a échappé comme ça. Clytia veut revenir à la compensation. Thomas pense qu'elle veut le tromper en changeant de sujet. Après avoir calculé toutes les pertes, il nomme la somme, 50 000 roubles. Thomas ajoute qu'il est prêt à couvrir 10% pour l'écurie mal équipée. Bien sûr, le montant semble trop important pour Clytia, mais elle décide que c'est à cause des prix à Muta et des pertes qui en résultent pour l'entreprise. Le problème est que si elle retire de l'argent du fonds fiduciaire à son nom, son père découvrira où elle se trouve et viendra en ville. Clytia espère qu'il trouvera une solution d'une manière ou d'une autre. Thomas se demande pourquoi la fille continue de prétendre être une roturière, si elle veut le tromper ou si elle est vraiment si stupide. C'est difficile pour lui de la comprendre. Clytia dit qu'elle n'a pas cette somme d'argent sur elle et demande la permission d'aller la retirer à la Banque impériale. Maintenant, Thomas est sûr qu'il est sur la bonne voie. Il lui informe qu'il n'y a pas de banque à Muta et qu'elle devra se rendre à la capitale, mais pour cela, elle doit laisser un dépôt. Thomas suggère à Clytia de quitter Shukrim. Elle devine qu'il a réalisé que le cheval était un hybride parce que le cheval mangeait de la viande. La fille a peur que Thomas découvre maintenant qu'elle n'est pas une roturière. Elle remarque qu'elle ne peut pas atteindre la ville sans cheval. Thomas dit qu'il a des affaires à faire dans la capitale et qu'ils peuvent y aller ensemble. Clytia est d'accord. Luc craint que cela soit un piège. Il rappelle que la meilleure façon de comprendre l'autre est de lui parler. Le voyage vers la capitale prendra toute la journée et Thomas révélera les secrets de la jeune fille. Assise dans la voiture, la jeune fille réfléchit qu'il est en quelque sorte mal de se comporter de manière amicale, considérant qu'elle est la coupable du désordre. Elle décide de commencer par un petit compliment et dit à son compagnon stupéfait qu'il ressemble exactement au duc du Nord. Thomas essaie d'agir naturellement et d'observer ses réactions. Il note qu'il est un simple homme d'affaires et qu'il ne connaît rien des terres du Nord. La jeune fille demande avec étonnement s'il ne sait vraiment rien du duc. Il croit qu'elle mène avec lui une bataille psychologique sournoise. Clytia est prête à tout lui raconter sur le duc. Eugène le regrettera plus tard. La jeune fille pose la première question. Qui tuera-t-il si sa bien-aimée glisse dans le couloir? Thomas répond, abasourdi, qu'il ne voit aucun intérêt à tuer des innocents. Clytia déclare que c'est mal et demande en outre « Qui détruira-t-il si sa bien-aimée souffre d'insomnie ?» Eugène ne comprend toujours pas ce que cela a à voir avec le duc. Elle remarque qu'il fait un travail terrible et lui demande ce qu'il fera si l'empereur envoie sa bien-aimée vers une mort inévitable. Il répond qu'il se soumettra au souverain. La jeune fille rapporte avec indignation qu'il ne ressemble pas du tout à un duc. Thomas pense qu'il est le duc. Clytia énumère les qualités du duc de Sévère, fort, cool, beau et excellent au lit. Thomas ne comprend pas ce qui ne va pas chez elle et demande à changer de sujet. La jeune fille dit qu'il ne pourra pas y échapper et qu'il a eu de la chance de rencontrer un expert dans l'étude des romans nordiques. Eugène perd finalement la trace de ce qui se passe. Il se souviendra toujours de la journée passée sur la route. Une fille admire la hauteur des bâtiments de la capitale de Sigrid. Clytia demande à être déposée et Thomas est vraiment heureux de lui rendre service. La fille répète que pour acheter le cheval, elle doit retirer de l'argent. Thomas tend la main à Clytia, qui lui dit qu'elle ne peut toujours pas l'appeler duc du Nord, puisqu'il n'a marqué que 60 points, alors qu'il en faudrait 90. Cela ne le dérange pas trop. La jeune fille ajoute qu'elle ne se laissera kidnapper qu'après avoir réussi l'examen. Elle lui dit au revoir et l'appelle à nouveau Duke. Luc est étonné que Jeanne se soit trahie et ait simplement laissé partir la fille. Il propose d'envoyer un espion à sa poursuite, mais il refuse.
Eugène était obsédé par la vengeance de sa patrie, Luc sait qu'il ne se souciait de rien d'autre. Mais maintenant, le dernier membre de la famille impériale est tombé amoureux. Thomas annonce qu'ils se dirigeront directement vers le bureau. Il avait peur de devenir fou, car la fille parlait du duc du Nord toute la nuit. Thomas ne sait même pas d'où un corps aussi fragile tire autant d'énergie. Il se force à se distraire de ses pensées et remarque soudain quelque chose. Clitia se rend compte qu'elle n'a même pas remarqué quand son compagnon a commencé à l'appeler une dame. Elle s'approche du temple et demande une audience. En fin de compte, elle a juste besoin d'expliquer la situation et de résoudre le problème. À sa grande surprise, personne n'ouvre la porte, bien que l'église soit censée recevoir les paroissiens 24 heures sur 24. Finalement, le prêtre regarde dehors et dit qu'il y a une distribution gratuite de nourriture dans un autre bâtiment. La fille se présente, mais il lui indique silencieusement l'autre direction. Elle part déçue, et le grand prêtre, regardant derrière le prêtre, lui demande de ne plus la laisser entrer. Il explique qu'elle doit d'abord rencontrer quelqu'un d'autre. Le prêtre se sent un peu gêné par ses actes. Clitia a l'impression de mourir de faim, car elle a complètement oublié de manger pendant le voyage. Elle décide de retirer l'argent, puis d'emménager dans une bonne pièce, puisqu'elle a été exposée de toute façon, et de retourner au temple demain, et s'il ne la laisse pas entrer, de briser les portes. Malheureusement, la banque était déjà fermée et ne serait pas ouverte le week-end. Clitia va chercher de la nourriture gratuite, mais la distribution est déjà terminée. Maintenant, la fille regrette d'avoir donné tout l'argent aux voleurs. Elle devra d'une manière ou d'une autre survivre à ces 2 jours même sans Shukrim, au moins Kreta est avec elle. Ici, la fille remarque qu'elle n'est pas là. Thomas examine l'épée laissée par la fille. Clitia est en colère, croyant que le faux duc du Nord l'a délibérément trompée avec son apparence, même si en fait il ne le voulait pas. Le conseiller tente de dissuader l'empereur de se promener dans la capitale en lui disant qu'ils vont le découvrir. Jan Ferza répond qu'il va changer, mais Owen remarque qu'il a une apparence trop frappante et des cheveux brillants. Les gardes auront beaucoup de problèmes à cause de cela. Miri conseille à l'empereur de faire une visite officielle de la capitale et de s'abstenir de l'inspecter. L'empereur rétorque qu'il ne veut pas s'en soucier. Clarence Logan, un membre de la garde du palais, tente de le ramener à la raison. Elle lui propose des pilules qui changent la couleur des cheveux. Mais si l'empereur utilise la rune, leur effet disparaîtra instantanément. Jean est satisfait de l'effet, et même le conseiller ne discute plus. L'empereur quitte le palais par la fenêtre, ordonnant de ne pas alerter les gardes. Miri se plaint du caractère d'Ian, mais Clarence fait remarquer qu'il devrait s'y habituer maintenant. Owen souligne qu'il n'a jamais entendu parler d'une telle pilule, et Logan lui rappelle qu'elle n'est pas qualifiée de génie de la médecine moderne pour rien. Même si le médicament a été développé à l'origine pour lutter contre la perte de cheveux, mais il a entraîné un effet secondaire inhabituel. Cela fait 10 ans que la guerre est terminée et Ferza prospère, mais un autre problème est apparu, la faim dans le peuple. L'empereur s'approche du lieu de distribution de nourriture, en colère contre les fonctionnaires qui ne font rien, bien qu'il ait depuis longtemps publié un décret sur l'aide de l'État, puis quelqu'un l'appelle. Clitia informe que la distribution est terminée pour aujourd'hui et que nous devons attendre demain. Jeanne se rend immédiatement compte qu'il y a une femme déguisée devant lui. Il ressent aussi son énergie. La fille a une rune de feu de niveau avancé et il y en a à peine 10 dans tout l'Empire. Il veut découvrir qui elle est. Jeanne lui propose de travailler pour lui. Clitia trouve l'étranger très attirant, même si elle a l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. La fille comprend que l'homme en face d'elle n'est pas du tout un clochard. Clitia se rappelle que son type est un duc aux cheveux noirs et aux yeux rouges. Et en général, les cheveux clairs et les yeux verts sont des signes de personnages secondaires. Jan Ferza ajoute qu'il lui fournira de la nourriture. La jeune fille accepte immédiatement, soulignant qu'il doit y avoir de la viande au menu. L'empereur est surpris par sa joie. Il se présente comme un détective privé nommé Ray Vogue. Clitia utilise à nouveau le nom de Sacha Lynn. Jean envoie la fille suivre un homme qui serait soupçonné de tromper sa femme. Pendant qu'ils espionnent, l'empereur examine la jeune fille de plus près. Il remarque les cheveux roux du propriétaire de la rune de feu et se souvient de quelqu'un. Clitia pense que leur cible les a remarqués et sort de sa cachette. Le criminel s'échappe et se retrouve dans une impasse. Soudain, il utilise la rune du vent et attire par-dessus la clôture. Cliti prend l'empereur dans ses bras et enjambe à son tour l'obstacle. Yann, confus, remarque qu'elle est une excellente employée. Il continue la poursuite et leur cible s'écrase dans le bâtiment.
Clitia pense qu'il y rencontre sa maîtresse, mais elle ne comprend pas pourquoi il a choisi un tel endroit. L'empereur voit alors 4 sets en bronze et réalise qu'il s'agit d'une boîte porte-bonheur. Lucky Box est une maison de vente aux enchères souterraine qui peut obtenir tout ce qu'un client désire. Mais comme il s'agit d'une vente aux enchères, les clients doivent attendre que l'objet qu'ils désirent soit mis en vente. Malgré cela, avec un taux de réussite de 99,96, ils sont devenus la guilde clandestine la plus prospère de l'Empire. Le sujet s'excuse, précisant qu'il a dû perdre sa queue. Il rapporte qu'il a réussi à échapper aux persécutions. L'employé annonce fièrement qu'il a pu obtenir quelque chose qui peut tuer l'empereur, ce qui signifie qu'ils ont décroché le jackpot. John Ferza lui-même dit à Clitia de ne pas intervenir, même s'il comprend qu'elle pourrait l'aider. Il lui ordonne d'oublier ce qu'elle a vu et de revenir. La fille objecte, disant que comme c'est dangereux là-bas, il ne devrait surtout pas y aller seul. Il n'y a pas de place pour un détective aussi sophistiqué, et elle ferait mieux d'y aller elle-même. L'empereur rit sincèrement et promet de l'inviter la prochaine fois qu'ils se rencontreront, mais lui demande de lui laisser les affaires du jour. La vente aux enchères commence. Yann le suit, prenant la place et le masque aux visiteurs et constatant que l'endroit a trop peu de sécurité. Les expositions d'aujourd'hui comprennent Windrush, un cheval hybride, et Santiar, un magnifique jeune esclave originaire d'un désert mystique. Et la chute de l'Empire est quelque chose de directement lié à Sa Majesté. L'empereur est sûr qu'il a beaucoup de chance. Clitia regrette de ne jamais avoir mangé. Elle se souvient que l'histoire policière était très facile. En fait, Clitia est tout simplement très forte. L'homme ne pouvait même pas utiliser de runes. L'empereur cache tout simplement bien son énergie. Elle craint qu'il tombe entre les mains de méchants et qu'il revienne. Une rafale de vent coûte 600 000 roubles. L'empereur remarque que les prix ici sont plus élevés que prévu et qu'il serait préférable de contacter les gardes du palais plutôt que d'essayer de régler le problème seul, car les gros poissons des enfers se sont rassemblés ici. Ici, Clitia, qui a assommé les gardes, se dirige vers lui. Elle est émerveillée par la vue. Pendant ce temps, le prochain lot est annoncé. Un esclave. Il a les yeux rouges et les cheveux bleu ciel. Son prix de départ est de 100 000 roubles. La fille est choquée par cela. Elle ne comprend pas pourquoi ils se sont battus toutes ces années. Après s'être excusée auprès du détective, elle se dépêche de descendre. L'hôte compte déjà le temps. Le dernier pari est de 450 000. La jeune fille atterrit derrière lui et lui rappelle avec colère que la traite des esclaves est interdite. L'hôte s'excuse auprès des invités et appelle la sécurité. Clitia prend l'esclave, ignorant ses protestations, et part avec lui. L'empereur pense qu'elle ferait mieux de l'écouter. Même si les propriétaires de la maison de vente aux enchères ont plusieurs propriétaires de runes dont ils sont fiers, ils oublient toujours qu'ils ont aussi des limites, et personne n'organisera quoi que ce soit contre les propriétaires de la rune de feu. Le bâtiment des ventes aux enchères est enveloppé de fumée. Clitia admet qu'elle pense qu'elle en a fait trop. Le garçon exige d'être libéré immédiatement. Il dit qu'il ne leur pardonnera jamais de s'immiscer dans ses affaires. Clitia lui ébouriffe les cheveux en disant qu'il aurait dû dire merci. Jan clarifie les mesures. Le garçon et Clitia sont tous deux surpris. L'empereur ajoute qu'il n'y a aucune raison de se cacher. Il permet aux personnes qui sont apparues de partir avec le garçon. Clitia demande qui ils sont et ce qu'est un maire. L'empereur répond que la magie est une autre forme de magie, rappelant quelque peu les runes. Il conseille de se faire discret, car les gens de la maison de vente aux enchères les rechercheront. L'empereur part sans même dire au revoir. Clitia croit qu'il pourra encore prendre soin de lui-même et se souvient qu'il ne l'a jamais soigné. Pendant ce temps, les gens disent au garçon, auquel s'adresse M. Seta, que l'opération était trop dangereuse et que le sultan serait très en colère s'il l'apprenait. Il s'indigne que si ces deux-là n'étaient pas intervenus, tout se serait déroulé comme prévu. Il rejoindrait la famille d'un noble sous le couvert d'un esclave et retrouverait son frère. Ces hommes rapportent que l'empereur Ferzi lui-même était présent, mais ils ne savent pas encore comment ni pourquoi il a caché son apparition. Ils le reconnaissaient à son énergie. Seta décide qu'il est temps de rentrer et réalise soudain que sa douleur est passée. Il pose une question sur la deuxième personne. Ils répondent qu'ils n'ont pu découvrir qu'il s'agissait d'une femme. Seta remarque que la mère s'est stabilisée. Les gens se précipitent sur lui. Seta se souvient que la fille s'appelait Sacha et demande quand ils se rencontreront la prochaine fois. L'empereur réprimande les fonctionnaires, malgré l'heure tardive et les excuses du conseiller. Ils répondent que Ryan leur a donné la permission de simplement surveiller la maison de vente aux enchères et de ne rien faire. L'empereur demande où est son frère,
Les autorités pensent que sur les lieux de l'incident, Ryan est heureux qu'aucun civil n'ait été blessé et que les décombres aient été en grande partie déblayés. Il remarque la chute de l'Empire. Son subordonné rapporte que les suspects ont été arrêtés et que l'objet appelé la fin de l'Empire n'a pas été vendu. Ryan dit de l'oublier. Il a répandu des rumeurs dans tout l'Empire et quiconque avait le sens de l'argent devait les entendre. L'Empire Servant aurait été détruit il y a longtemps, mais ses descendants n'ont pas été complètement exterminés et se trouvent désormais sur les terres de Ferza. 10 ans plus tard, ils veulent mettre à exécution leur plan de vengeance. Ryan se demande quelle expression aura son frère sur son visage. Thomas, dans son bureau secret, apprend que les hommes de Xena ont commencé à agir de manière plus décisive. Ils sont prêts à frapper l'empereur. Cette nouvelle étonne Eugène. Il est scandalisé de ne même pas avoir été informé. Luc remarque que les anciens sont mécontents des préparatifs prolongés du plan de Thomas. De plus, ils disposent désormais d'un atout certain qu'ils ont hâte d'utiliser contre l'empereur. Ils ont demandé à être informés qu'une agréable surprise attendrait Tom demain soir. Thomas est prêt à dire au revoir au peuple de Xena, qui est incapable de simplement suivre les ordres. Il est convaincu que son plan est parfait. Le peuple Xena est le peuple restant de l'Empire Servant. Ils s'installèrent un peu partout à Ferzé, prêts à faire revivre un jour la grandeur de leur patrie. Bien sûr, Thomas peut comprendre leur impatience. 10 ans ont passé depuis la fin de la guerre. Cependant, ils ne réalisent pas qu'ils ont survécu aux guerres uniquement parce qu'ils ont eu la chance de ne pas rencontrer John Ferza. Ils ne peuvent même pas imaginer de quoi l'empereur est capable. Thomas décide de voir par lui-même ce que le peuple de Xena fera. Luc commente que c'est trop dangereux. Mais Eugène répond que, puisqu'ils sont dans la capitale, ce serait un péché de rater l'occasion de regarder depuis le premier rang. De plus, il ne va pas les aider, et malgré leur stupidité, les gens de Xena prépareront probablement soigneusement la scène. Clitia n'arrivait jamais à manger. Les provisions qu'elle avait réussi à se procurer lui étaient volées dès qu'elle se détournait. La jeune fille n'avait même pas le droit de dormir où elle le voulait, étant donné que toutes les places étaient réservées aux sans-abri. Cliti trouve la capitale trop cruelle. Elle blâme l'empereur et le détective pour tous ses problèmes. Puis un garçon s'approche d'elle et lui demande si elle vient de l'extérieur de la région. Clitia accepte et décide qu'elle a encore pris la place de quelqu'un d'autre. Mais il s'avère que le bébé a décidé de la soigner. Il ajoute qu'on lui a donné de la nourriture à la cantine et qu'il pourra en avoir davantage plus tard. Le garçon a décidé de donner du pain à Clitia car elle avait l'air très épuisée. Elle est émue. Désormais, la capitale lui semble le meilleur endroit du monde. La fille se demande pourquoi il y a autant de sans-abri dans les rues. Le garçon est surpris par son ignorance. Il s'avère que les pauvres déménagent volontairement vers la capitale car l'empereur est personnellement responsable du bien-être de la ville. Grâce à cela, il est beaucoup plus facile d'obtenir de l'aide et du soutien ici, et il existe même une chance de trouver un emploi. Le garçon dit qu'il est originaire de Choumarine, où il a vécu dans un village jusqu'à ce que ses parents l'abandonnent et qu'il parvienne miraculeusement à la capitale. Le bébé est sincèrement reconnaissant à l'empereur pour son attention envers le peuple. La jeune fille est étonnée qu'il y ait des sans-abri dans sa ville natale, Choumarine. Le garçon remarque qu'elle parle comme une femme noble et qu'il y a des pauvres partout. Mais il est convaincu que l'empereur réglera bientôt ce problème et ajoute qu'il respecte beaucoup Sa Majesté. Mais ensuite, un sandwich vole au visage du garçon. L'homme qui a jeté la nourriture dit qu'il a décidé de nourrir le sans-abri. Lui-même ne peut pas manger car il est écœuré par la puanteur de ses rats, comme il le dit. Il fait remarquer qu'il serait préférable que l'empereur se débarrasse de tous les pauvres. Ici, le gars remarque le regard intense de Clitia. Il lui demande d'un ton moqueur si elle comprend contre qui elle est en colère. Bientôt, déjà battue, il la menace avec son père. Clitia se rend cependant compte que les règles dans la capitale sont strictes. Les gardes sont immédiatement arrivés en courant, même si la jeune fille ne l'a frappé qu'une fois, et dans sa ville natale, tout se serait décidé par une poignée de main. Elle pourrait utiliser une rune. Mais la fille était tellement épuisée sans nourriture qu'elle ne pouvait même pas se tenir debout. L'officier de garde rapporte qu'elle a battu le plus jeune fils d'un haut fonctionnaire et que les combats sont interdits. Il lui demande qui elle est et quel est le but de sa visite dans la capitale. La fille décide de dire la vérité. Elle donne son nom et dit qu'elle voulait rencontrer le grand prêtre et l'empereur. L'officier lui demande sa carte d'identité et Clitia répond nonchalamment qu'elle l'a perdue. Elle est reconnue coupable de vol à main armée et condamnée à 3 mois de prison.
En outre, il souligne que les informations la concernant sont inconnues, qu'elle est probablement arrivée illégalement dans la capitale, qu'il existe des signes de délire et qu'elle peut être dangereuse pour la société. Une compagne de cellule demande à Clitia si c'est sa première fois en prison. Vous commencez rapidement à trouver des excuses en disant que vous n'êtes pas du tout coupable, sauf que vous avez frappé le gars juste un tout petit peu et seulement en état de légitime défense. L'homme pose sa main sur son épaule et sourit, remarquant que tout le monde dit ça. Pendant ce temps, les assassins d'argent de Xena sont prêts à tuer l'empereur. Les gardes dorment, drogués par de la poudre de champignons, tandis que les tueurs utilisent un antidote sur eux-mêmes. La lune est très brillante, et l'une des personnes craint que cela ne ruine le camouflage, mais le second le convainc que c'est la meilleure nuit pour tuer. Clitia a fait semblant de dormir jusqu'à ce que les tueurs passent. Elle a reconnu l'odeur des somnifères. Entendant parler de meurtre, la jeune fille décide que c'est trop grave et envoie l'officier de service à sa recherche. Elle était déjà à l'intérieur du palais, mais n'avait toujours pas trouvé un seul garde. Après avoir attaché ses cheveux, Clitia a l'intention de résoudre les problèmes elle-même. Ryan appelle Ian. Il se penche vers lui et l'avertit qu'il aura des ennuis si un seul esclave est vendu aux enchères. Mais Ryan dit qu'il y a quelque chose de plus important. L'empereur doit sortir dans le jardin immédiatement, car son frère lui a préparé un cadeau. Il ajoute que Yana ne sera pas déçue par cette surprise. Les assassins d'argent remarquent qu'il n'y a pas de garde aux alentours et trouvent cela suspect, mais l'un d'eux dit avec assurance que les anciens de Xena ont dû essayer de leur faciliter la tâche. Ils remarquent l'empereur. Les assassins encerclent l'empereur. Il gronde Ryan. Je pense qu'il l'a utilisé comme appât. Yana est liée par des anneaux magiques. Il précise qu'il s'agit probablement d'une technologie très coûteuse, et l'un des tueurs confirme que c'est le cas. Il ajoute que les chevaliers de Ferza s'appuient trop sur les runes, et sont donc facilement victimes d'un tel dispositif. L'empereur répond froidement qu'ils ne savent rien. Les tueurs ne croient pas ses paroles, même s'il explique que les sources externes de mana sont extrêmement inefficaces et peuvent être facilement détruites avec juste un peu de force. L'un des assassins est prêt à frapper, mais l'empereur se contente de demander calmement s'il pensait vraiment que cela suffirait. Thomas arrive au palais. Lorsque Ferza a vaincu Servan et a pris le contrôle du continent, l'organisation secrète Xena a hérité de l'objectif de l'Empire détruit. Son peuple a pénétré dans une grande variété d'industries et n'a reculé devant rien pour récolter des fonds. Potes de vin, marché noir, jeux d'argent, et il formait également des tueurs professionnels. Après 10 ans d'entraînement, les dirigeants de Xena sont devenus des vieux hommes impatients et fous. Mais malgré tout, cette organisation reste la principale force motrice de la vengeance. Thomas réprimande sincèrement les tueurs, car il pensait que Ryan trahirait l'empereur, et chez l'empereur, vous ne trouverez pas une personne plus dévouée à Jan. L'empereur traite les conspirateurs sans difficulté. Il est même quelque peu déçu de leur préparation. Les gardes qui ont reçu l'ordre d'entrer apparaissent. Ils sont émerveillés par ce qu'ils voient. Ian explique que c'est un cadeau de Ryan. Il ajoute qu'il n'a tué personne et qu'il s'agissait encore du peuple de Xena. Clarence est prêt à leur soutirer des informations. Miri est heureuse que le jardin n'ait pas été endommagé. L'empereur rappelle que c'est l'endroit préféré de sa mère. Le conseiller comprend que si cet endroit était ailleurs, il serait gâché. Et ici, Jean n'a utilisé que la rune de l'eau. Cependant, il est incroyablement difficile de contrôler son énergie avec autant de précision, et l'empereur a agi avec plus de précision qu'un chirurgien. Dans tout l'Empire, il est le seul capable d'une telle chose. Ian ordonne à Clarence d'amener Ryan immédiatement. Miri se demande où il peut bien être, et la fille répond qu'il se cache probablement à nouveau de l'empereur. Ryan est extrêmement satisfait de lui. Il a attiré les meurtriers et les a littéralement servis à l'empereur sur un plateau d'argent. Ici, il remarque Clitia. Ryan rattrape la fille et remarque qu'elle n'a pas peur du tout. Après avoir précisé son numéro, il lui montre où elle doit courir pour éviter d'être attrapée et où se trouve le palais, où elle sera certainement capturée. Il ajoute que la jeune fille ne veut pas être accusée d'un crime grave. Clitia demande ce qui se passe dans le palais. Ryan répond qu'il ne peut pas le dire et la fille demande alors si l'empereur va bien. Il lui demande à son tour pourquoi cela l'inquiète. La jeune fille note que prendre soin de l'empereur est le devoir de chacun.
Puis Ryan dit qu'Ian va bien. La jeune fille disparaît instantanément en direction du palais. Ryan décide qu'il n'y a pas lieu de trop s'inquiéter au sujet d'un fugitif. Bien que le propriétaire de la rune de feu soit rare à rencontrer et que l'étranger n'ait pas encore peur de lui, son discours ressemble à celui d'un soldat, et Ryan ne peut se débarrasser du sentiment qu'ils se sont déjà rencontrés. Ici, il se rend compte qu'il s'agit de Lady Clytia. Ryan ne comprend pas ce qu'elle fait ici. La fille se dépêche de retrouver l'empereur. Elle croit que c'est une excellente occasion de poser toutes les questions, de se débarrasser de toute responsabilité et de finalement regarder son mari. À ce moment-là, l'empereur ordonne que la surveillance du palais soit renforcée afin que personne ne puisse s'échapper. Clytia est surprise que personne ne soit visible, mais elle entend alors des voix et réalise ce qu'elle a trouvé. Elle se précipite vers lui. À la grande horreur du conseiller, l'empereur lance une rune de glace en remarquant le mouvement. Maintenant, le sol est détruit et Jeanne ne trouve personne. Clytia est renversée par Thomas Ruiken, qu'elle reconnaît immédiatement. Il lui demande ce qu'elle fait ici. En regardant son uniforme, il lui demande si elle s'est échappée de prison. La fille se souvient des paroles de Ryan et veut à son tour savoir ce que Tom a oublié ici. Il se dit qu'il aurait pu immédiatement se rendre compte qu'elle était une excellente combattante, car les hybrides n'arrivent pas à tout le monde. Il se demande pourquoi il l'a sauvée. Thomas demande à voix haute combien de points il a obtenus. Il comprend que l'essentiel maintenant est de courir. La jeune fille est perplexe et Thomas lui rappelle les critères du duc du Nord. Clytia répond que c'est 95 points. Ryan apparaît et ne peut s'empêcher de rire. Après avoir ri, il remarque que la fille a de nouveau disparu et décide qu'il s'agit vraiment de Clytia. La jeune fille a reconnu l'homme au masque, qui est en fait Eugène Weiner. Ryan se souvient qu'Ian lui avait décrit son apparence il y a 10 ans, cheveux noirs et yeux rouges. Ryan a ensuite demandé s'il le retrouverait un jour. Jan a répondu que le descendant de Servan, qui avait également le même âge que Ryan, avait juré qu'il le retrouverait lui-même. Ryan note que Jen a bien mûri. L'empereur retrouve son frère et lui demande de qui il parle et ce que Ryan a fait dans le palais. Il explique qu'il a réussi à convaincre le peuple de Xena qu'il avait trahi l'empereur, qu'il les avait rencontrés personnellement, qu'il leur avait donné de fausses faiblesses et qu'il les avait conduits dans un piège. L'empereur précise seulement que c'était la faute de Ryan si les tueurs étaient venus dans le jardin. Clarence et Miri quittent rapidement la scène où le conflit a commencé. Le conseiller insiste sur le fait que les bâtiments seront endommagés. Clytia et Thomas quittent le palais. La jeune fille remarque qu'il sera désormais difficile de les retrouver. Elle, à la grande confusion de ce dernier, lui rappelle qu'il a réussi avec succès l'examen pour devenir duc du Nord et ajoute qu'il avait probablement des raisons d'entrer dans le palais, de sorte que les soupçons sont écartés. De plus, elle-même est une prisonnière évadée, et Thomas l'a sauvée. Il ne comprend pas pourquoi il agit si étrangement avec elle. Il aurait mieux valu pour lui la tuer dès qu'elle a commencé à soupçonner quelque chose. Clytia le sort de ses pensées en lui rappelant qu'elle a oublié son épée avec lui. Thomas répond qu'il l'a gardée pour son arrivée, mais qu'ils doivent d'abord lui trouver une meilleure tenue. Le principal partenaire de Thomas, Omar Ruiken, remarque que la capitale est animée. Luke lui explique que les informations qu'il a reçues de Ryan étaient en effet fausses et le QG de Xena est supprimé. La famille Ruiken a non seulement donné à Eugène un faux nom de famille, mais est également devenue le soutien financier de son entreprise. Cette famille gérait autrefois les fonds secrets de l'Empire Servant. En servant du thé, Omar remarque qu'il est difficile de croire que Xena laisse une telle personne s'approcher d'elle. Luke est d'accord avec lui, se rappelant qu'il soutient les rebelles non seulement pour le bien de la renaissance de Servant. Luke se souvient qu'il y a 10 ans, Thomas avait juré qu'il restaurerait l'Empire et se vengerait de Jeanne. Omar annonça alors que même s'il n'était pas un esprit brillant, il comprenait les gens et voyait leur potentiel, et reconnaissait donc Eugène comme le seul héritier de l'Empire Servant. Il a ajouté qu'il n'investissait pas dans l'Empire, mais dans Eugène. Alors Omar a misé sur l'homme, pas sur Servan. Luke dit à haute voix qu'il s'inquiète pour Thomas, car il a décidé d'observer personnellement tout. Il lui assure qu'Eugène n'est pas facile à attraper. Juste à ce moment-là, Thomas revient, et avec Clytia, ce qui surprend à la fois Luke et Omar. Ici, Luke comprend de qui parle le serviteur et demande si la jeune fille a les cheveux roux. Le subordonné confirme et ajoute que le maître a ordonné qu'un bain et des vêtements soient préparés pour elle. Omar est outré que Thomas ait été distrait de l'objectif principal. Luke répond doucement qu'il est déjà à l'âge où l'on choisit une compagne et que ce n'est pas critique. Omar pense avoir fait le mauvais pari.
Thomas comprend que les gens peuvent tirer de mauvaises conclusions, mais il n'avait pas le choix. Cependant, une fois qu'il donne l'épée à Clytia, cette étrange connexion peut être rompue. Thomas examine l'arme et découvre qu'elle est très vieille, vieille de plus de 100 ans. Même s'il a été bien soigné, le temps est impitoyable. Il s'avère que l'épée est inhabituelle et que si elle était réparée, elle pourrait se révéler être un véritable trésor. Tom se demande comment la fille a pu le quitter. Clytia revient et son apparition choque Tom. Elle le remercie pour le bain chaud. Il ne comprend pas comment elle a pu autant changer. Thomas lui rend l'épée et commence déjà à lui dire au revoir lorsqu'il se rend compte qu'il fait nuit noire dehors. Il lui propose une chambre d'amis. La fille demande de lui donner un peu de temps demain. Le lendemain, Clytia tabasse les voleurs qui lui ont volé ses affaires. Elle rend sa carte d'identité. La fille peut désormais retirer de l'argent et récupérer le dépôt. Thomas avait déjà oublié d'y penser, car toute l'histoire n'était qu'un prétexte pour découvrir qui était cette fille. Il serait toutefois étrange de refuser l'argent maintenant. Mais soudain, la banque découvre que Clytia Megerino ne fait pas partie de ses clients. Elle montre sa carte d'identité, mais l'employé ne trouve qu'Isaac Megerino. Elle va aller voir d'autres familles. Thomas trouve tout cela encore plus suspect. L'employé est étonné de sa découverte. La fille est répertoriée comme Clytia Megerino de Ferza. Tout le monde la regarde. Thomas comprend que cela n'est possible que si elle est l'impératrice. Il est sûr qu'il s'agit simplement d'une erreur dans les documents, mais Clytia ne corrige pas l'employé. La fille est invitée à l'intérieur. Madame Sigrid, la directrice de la banque, invite la jeune fille dans la salle de banquet pour les invités d'honneur. Elle n'est pas du tout sûre de pouvoir être ici. Madame Sigrid explique qu'ils ont des conditions spéciales pour les membres de la famille de l'empereur et ajoute qu'elle ne savait même pas qu'ils avaient une impératrice. La fille ne sait pas quoi dire, mais le directeur décide qu'il s'agit d'une information secrète et promet de ne pas la divulguer. Clytia demande à être appelée simplement Dame. Le directeur explique que la jeune fille pourra retirer l'argent soit lorsqu'elle aura 30 ans, soit si elle reçoit l'autorisation d'une personne de confiance, Isaac Megerino. Il a également ajouté que ces règles ne peuvent être violées en aucune circonstance. Clytia veut savoir s'il existe un autre moyen pour elle d'obtenir de l'argent et le directeur lui dit qu'elle peut le retirer du compte de son mari. La jeune fille demande si Madame Sigrid fait référence à l'empereur et s'il est possible de retirer de l'argent d'un compte gouvernemental à son insu. Le directeur explique que non, mais c'est possible à partir d'un compte personnel, puisque dès le moment du mariage, les époux ont des biens communs. Clytia est surprise que ce soit si simple. Elle estime que ce n'est pas de toute façon sa faute et que les papiers du divorce n'ont pas encore été déposés. Mais en même temps, elle a l'impression de recevoir une compensation, et donc une future expulsion. Madame Sigrid l'appelle. Thomas lui-même ne peut pas croire qu'il est debout et attend la fille. À chaque rencontre, elle lui paraît de plus en plus inhabituelle, et son excentricité de plus en plus suspecte. Juste au moment où il pense l'avoir comprise, quelque chose d'incroyable se produit. Clytia s'excuse de son retard, expliquant qu'elle devait obtenir une carte. Thomas est étonné de voir qu'il s'agit d'une carte noire, réservée uniquement aux clients honoraires de la banque. Il n'y en a guère qu'une dizaine dans tout l'Empire. Thomas n'a pas le temps de demander quoi que ce soit. Clytia annonce qu'elle a encore des affaires à régler et ils partent. Madame Sigrid, entendant Clytia appeler Tom le directeur, se rend compte qu'il s'agit de Thomas Ruiken lui-même. Elle s'étonne que des gens aussi importants soient venus les voir, et en même temps, l'empereur est à nouveau furieux. La demande est rejetée. Miri explique que pendant plusieurs générations, il n'y a pas eu un seul divorce dans la famille impériale. Il s'est avéré que l'empereur et l'impératrice devaient être présents en personne pour donner leur consentement au divorce. Ce n'est qu'alors que les preuves sont scellées dans un artefact magique. L'empereur ordonne qu'on amène Dame Clytia, mais l'ambassadeur de la famille Megerino apparaît et rapporte que la fille du vicomte a disparu. L'empereur, réprimandant désespérément ses subordonnés, exige que la jeune fille soit retrouvée. Jeanne pense que Clytia ne fait que rendre les choses plus difficiles. Il ne se soucie plus de savoir qui est son père. Et puis, il réalise qui est Sacha Lynn. Cheveux roux, 21 ans, magie du feu qu'Isaac Megerino a utilisé, tout concorde. On demande à Ryan à quoi ressemble Clytia. Après tout, il était au domaine de Megerino. Il décrit la fille comme ayant des cheveux roux, des yeux en amande, un visage rond et une expression naïve. Ryan ajoute une précision importante, l'uniforme de prison numéro 3, 1358.
Le conseiller demande de se passer de blagues. Ryan note qu'il parle sérieusement. Miri répond « Sautez la partie concernant le formulaire ». Il insiste sur le fait que c'est la pure vérité. Ryan demande si Miri est prête à assumer la responsabilité si les propos de Ryan sont confirmés et qu'il ne les met pas au procès-verbal. L'empereur se demande pourquoi le conseiller n'est pas encore parti pour le domaine de Megerino. Il dit qu'il n'a pas eu le temps de se préparer car il a reçu la commande seulement quelques heures auparavant. De plus, il avait encore des affaires à régler au palais. L'empereur, souriant méchamment, invoque la magie. Le conseiller se précipite immédiatement pour exécuter l'ordre. Ryan demande à le rejoindre. Miri ne voit aucune raison de refuser. Le conseiller exhorte ses subordonnés à accélérer la production de tracts. Ryan l'encourage à continuer. Miri ajoute qu'elle compte sur Sir Hans et part. Un instant plus tard, il revient et exige de revoir et d'approuver les factures pour les travaux dans la salle de formation. Hans le fromage passe les dépliants à un autre employé. Miri voit une affiche de recherche d'un prisonnier évadé avec une récompense de 500 000 roubles. Il voit le nombre, 3358, et comprend de qui il s'agit. Le même garçon qui a soigné Clitia porte 2 pains, très content. Puis quelqu'un l'attrape. Le bébé se souvient de son agresseur. Il est même prêt à battre l'enfant pour l'humiliation qu'il a subie. Le garçon ferma les yeux de peur. Mais soudain, Clitia apparaît et fait tomber le gars. Elle prévient qu'elle lui briserait les jambes s'il était dans son pays natal. Les délinquants s'enfuient, croyant que le garçon est sous la protection des nobles. Le bébé remercia Clitia avec confusion. Elle se souvient comment il partageait le pain avec elle. Le garçon est étonné de la reconnaître. Thomas ne comprend pas du tout pourquoi il continue à suivre Clitia. La fille tend à l'enfant un portefeuille avec de l'argent. Elle rapporte qu'il y en aura largement assez pour se rendre à Shumarin. Elle lui donne également une lettre. Avec lui, le garçon sera autorisé à aller n'importe où. La jeune fille lui promet qu'à son retour, elle l'embauchera pour travailler au domaine. Le garçon ne comprend pas pourquoi elle fait ça. La fille s'excuse de l'avoir renvoyé à Shumarin, où le bébé a eu des moments difficiles. Elle explique que c'est le seul endroit où elle peut l'aider. Clitia demande à l'attendre là. Le garçon lui dit au revoir. La fille lui fait un signe de la main joyeux. Thomas se demande si Clitia connaissait cet enfant avant. Elle répond qu'elle a simplement payé le pain. Thomas remarque que malgré sa position élevée, la jeune fille est très différente des aristocrates ordinaires. Il est rare de trouver une noble femme qui maîtrise les arts martiaux. Elle explique que depuis son enfance, elle a souvent été au front et que, probablement en raison de son irresponsabilité, elle n'a pas prêté attention aux inégalités de classe. Le titre ne lui permettait pas de comprendre les difficultés que traversent les gens ordinaires, mais grâce à lui, elle peut les aider. Clitia s'excuse d'avoir trop parlé. Elle ajoute qu'elle va désormais définitivement rembourser sa dette. Thomas essaie silencieusement de comprendre tout ce qu'il a appris sur la fille. Elle porte un nom de famille impérial, est au front depuis son enfance, possède une rune de feu, s'est échappée de prison et a même une carte noire. Il se demande quel est exactement son lien avec l'empereur. Thomas comprend qu'il ne veut pas la laisser partir, mais il ne sait pas comment la garder. Clitia rappelle qu'il est temps de partir. Il l'appelle. Thomas rappelle qu'il a marqué plus de 90 points. Elle accepte, sans comprendre où il veut en venir. Thomas se souvient que Clitia elle-même avait dit qu'il porterait non seulement le titre de duc du Nord, mais qu'il pourrait également la kidnapper s'il marquait 90 points. Il lui demande si son offre tient toujours. Elle refuse catégoriquement. Thomas rappelle qu'elle-même a donné sa permission. Clitia demande ce qui lui a pris. Il admet qu'elle l'a intéressé. La fille demande si cela s'est produit après avoir reçu la carte noire. Thomas répond qu'il ne s'agit pas de ça. Il a peur qu'ils arrêtent de communiquer une fois la dette remboursée, et la fille ne cache pas que c'est le cas. Thomas dit qu'il veut mieux la connaître, mais il semble y avoir un mur insurmontable entre eux. Il se demande s'il existe une autre issue. Clitia se rend à la banque. Thomas ne la comprend pas. Clitia a 21 ans, elle a passé toute son enfance au front, mais a ensuite profité du domaine, a obtenu son diplôme de l'académie avec mention et a lu plus d'une centaine de romans sur le duc, bien sûr, dans le cadre de son travail scientifique. Le problème est qu'elle n'a aucune expérience des relations réelles. La fille le gronde, croyant qu'il essaie de la séduire en utilisant sa beauté. Thomas pense qu'elle le voulait elle-même et Clitia envisage d'accepter. Mais il décide qu'il ne la laissera pas partir de toute façon, et la jeune fille lui rappelle qu'elle n'est pas venue dans la capitale pour une liaison. Thomas commence à parler, mais Clitia l'interrompt en disant qu'elle comprend ses sentiments, mais qu'il est occupé maintenant.
Un morceau de papier lui vole au visage et Thomas peut à peine contenir son rire. La fille demande avec confusion ce que cela signifie. Thomas lit par-dessus son épaule. Il n'est pas moins étonné que la fille. Ceci est une publicité pour Clytia. Sa description est donnée et il est précisé qu'elle est recherchée pour avoir commis plusieurs crimes graves. Il s'agit d'un décret urgent de la famille impériale. La récompense est de 500 000 roubles. Ryan regarde dans la voiture du comte Miri. Tom est vraiment en très mauvaise forme. Ryan remarque joyeusement que le conseiller devrait être plus fort, mais il se justifie en disant qu'il roule à grande vitesse depuis une semaine entière. Ryan les informe que c'est ici que leurs chemins vont diverger. Miri lui demande ce qu'il fait à Shumarin. Il répond qu'il veut vérifier quelque chose. Le conseiller s'en étonne, car il ne se souvient même pas du moment où Ryan a quitté la capitale de son plein gré. Miri repousse ses pensées et décide de retourner à la tâche. Le vicomte dit qu'il l'attendait. Il ajoute qu'il est heureux d'accueillir Miri et éclate d'une quinte de tout. Isaac s'excuse, mais le conseiller répond que ce n'est pas grave. Au moment où il commence à demander à quel moment le vicomte a vu sa fille pour la dernière fois, il se met à tousser à nouveau. Isaac explique que sa santé s'est détériorée depuis la disparition de Clytia. En fait, il va tout à fait bien, il fait juste semblant. Miri ne comprend pas de quoi il s'agit dans ce cirque, et le vicomte espère que le conseiller ne se doute de rien. Le conseiller demande à haute voix si Megerino a une idée de l'endroit où Clytia est allée, ou du moins dans quelle direction. Il répond que la fille s'est enfuie au milieu de la nuit et qu'il ne sait rien. Le conseiller annonce que, selon le 12e point de la loi, les proches de la famille impériale doivent faire tout leur possible pour favoriser leur protection. Cela signifie que le vicomte est obligé d'utiliser toutes les ressources pour retrouver Clytia. Le vicomte répond qu'il vit seulement avec sa fille et que ses serviteurs ne pourront probablement pas mener de recherche. Le conseiller s'y oppose. Il rappelle qu'Isaac a à sa disposition l'ordre des chevaliers du Lion Rouge. Il se lève d'un bond et dit que son ordre a été dissous après la guerre. Miri suggère que le vicomte a le droit de le convoquer à nouveau. Isaac pense que ce n'est pas le cas, mais le conseiller insiste. Il souligne que Clytia est l'épouse de l'empereur, mais seulement à cause d'une erreur dans le document. Miri ajoute qu'elle espère l'aide du vicomte et que le palais lui-même allouera les ressources nécessaires. Le vicomte répond qu'il fera tout dès qu'il sera rétabli. Le conseiller, écoutant les lamentations d'Isaac, pense à la colère de l'empereur. Il est en train de tomber. Tout le monde commence immédiatement à s'agiter. Miri répond qu'il est simplement fatigué du voyage et que le vicomte devra quand même obéir au décret de l'empereur. Aziek commence immédiatement à se plaindre de son cœur et le conseiller rapporte que sa vision s'assombrit. Il reste à voir lequel d'entre eux l'emportera. Les gardes informent les habitants de la capitale de la recherche de Clytia, les appelant à avertir immédiatement s'ils voient soudainement la jeune fille. Ils attrapent même la mauvaise femme. Thomas nous permet de faire une petite pause. Clytia maudit Ryan. Thomas demande si elle parle du frère de l'empereur, et la fille est d'accord. Eugène demande si Clytia a un endroit où se cacher. Elle répond en lui demandant si son offre est toujours valable. Thomas aide la fille à sortir de la voiture qui les a amenés au plus grand port de la capitale, Temarika. La fille ne comprend pas pourquoi tout s'est passé ainsi. Elle remarque le regard intense de Luc. Il pense que la fille qui a gagné le cœur de Thomas est une criminelle en fuite. Il explique simplement à Clytia qu'ils vont naviguer sur un navire. Elle sait que tout ce qu'elle peut faire, c'est faire confiance à Thomas. Clytia demande s'ils doivent traverser la mer et s'il a des abris dans la capitale. Il explique qu'ils devraient alors se tourner vers des tiers, qui pourraient facilement être tentés par la récompense et lui livrer Clytius. Thomas ajoute que même maintenant ils peuvent être suivis et qu'il vaut mieux se dépêcher. La fille demande s'il a un bateau et où ils vont. À sa grande surprise, Thomas répond qu'ils traverseront l'océan sur son navire. Elle regarde le bateau d'un air dubitatif. Thomas lui montre son navire avec un sourire. Clytia est stupéfaite. Le navire est équipé d'un puissant moteur magique. Il y a des centaines de cabines et de nombreux divertissements. Il s'agit d'un paquebot de croisière d'une compagnie appelée Tabo Sonic. Elle n'en croit toujours pas ses yeux. Thomas souligne que ce vol est juste pour elle. Même si la jeune fille essayait de ne pas le montrer, elle était très déprimée ces derniers jours. Elle est très courageuse et possède une énorme volonté qui l'a aidée à avancer. Mais les difficultés continuent de pleuvoir sur elle. Mais une fois montée à bord du navire, elle sentit qu'elle pouvait enfin se reposer. Tous ces événements auraient pu épuiser n'importe qui, mais maintenant Clytia peut respirer profondément. Thomas lui demande ce qu'elle fait et elle lui répond que c'est le rêve de toutes les filles.
Elle lui demande s'il a peur de sacrifier sa réputation, car la capitale remarquera certainement le départ soudain du navire. Thomas propose de discuter de tout à table. Il l'aide à s'asseoir et une multitude de serveurs mettent rapidement la table. Thomas explique qu'il ne court aucun danger désormais. Le paquebot est sur une route exclusive réglementée par l'Empire Fers. En dressant une carte, il explique qu'il navigue vers un endroit populaire parmi les clients de son entreprise. Il se dirige vers le duché de Floria. La fille demande à nouveau, et Thomas ajoute que cet endroit est le seul qui a au moins un peu d'autonomie. Clitia se souvient que le journal avait écrit que tout le monde devrait visiter cet endroit. Floria est une destination touristique populaire et numéro 1 pour les lunes de miel. Thomas confirme qu'il s'agit de la même Floria. Il demande qui est vraiment Clitia. Thomas ajoute que s'il aide l'impératrice déchue, il aura certainement beaucoup de problèmes. Clitia décide qu'il ne sert à rien de se cacher plus longtemps, d'autant plus que Thomas l'a beaucoup aidé. Il l'encourage mentalement à continuer. Elle commence son histoire. Floria est une île située au sud du continent d'Achi avec un climat doux, des vagues émeraudes et des îles coralliennes. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le paradis sur terre. Clitia jette ses chaussures et dit à Thomas que les journaux avaient raison. Le sable ici est vraiment comme de la soie. Il note mentalement qu'elle l'appelle désormais duc. Thomas prévient que courir pieds nus est dangereux. La fille répond qu'elle a des pieds forts et qu'elle heurte quelqu'un. L'homme que Clitia a croisé lui tend la main. Devant elle se trouve le 12e prince de Floria, André Familier de Floria. Elle s'incline, mais il dit que les formalités peuvent être omises. Thomas le salue, et le prince le salue joyeusement, l'appelant frère. Thomas explique qu'ils ont une relation d'affaires. Andrew décide que Clitia est la compagne d'Eugène. Le prince met une fleur dans ses cheveux. Il remarque que l'hibiscus doré irait parfaitement avec ses cheveux roux ardents. Le prince ajoute qu'il est heureux de l'accueillir à Floria et que ses vacances seront inoubliables. Thomas n'aime pas qu'Andrew se comporte toujours comme ça avec les filles. Il se rassure en se disant que Clitia aime l'image du duc de Sévère. À sa grande surprise, il remarque que la jeune fille regarde le prince avec admiration et lui demande même ce qu'il entend par des vacances inoubliables. Il suggère de visiter le marché nocturne et Clitia demande s'il veut venir avec eux. Thomas l'appelle et lui dit qu'il est temps d'aller à la demeure. Il lui propose de lui choisir une tenue plus adaptée à cet endroit. Le prince remarque qu'il ne s'attendait pas à cela. Andrew s'introduit dans le manoir week-end. Thomas pense que moins d'une demi-heure s'est écoulée depuis qu'ils se sont séparés. Le prince demande où est Clitia et il répond qu'elle est allée faire du shopping. Elle aime composer des tenues, donc cela prendra du temps. Andrew le regrette, car il voulait toujours admirer Clitia. Thomas demande d'un air sombre si le prince est venu uniquement pour cela. Il s'empresse de constater que même si les temps ont changé, il n'ose pas revendiquer la fille de Sa Majesté servant. Thomas répond qu'elle n'est pas du tout sa femme, et le prince promet de ne pas interférer dans leurs affaires. Il ajoute qu'il a entendu dire qu'il y avait une agitation dans le palais et demande si Thomas était derrière tout cela. Il reste silencieux. Andrew note qu'il ne s'en soucie pas trop car il veut rester neutre. Le prince ne veut pas que Floria devienne une victime des intrigues impériales. Au domaine de Megerino, le vicomte demande au conseiller s'il souhaite terminer ce surréalisme. Il répond qu'il a du mal à comprendre le discours. Dans son esprit, le vicomte est en colère. Miri est au lit depuis plusieurs semaines et ne bouge pas. Au contraire, Tom se sent bien, il se sent à l'aise et il est prêt à passer toute sa vie comme ça. Puis, une femme de chambre fait irruption dans la pièce avec une lettre. Il s'avère que Clitia a été mise sur la liste des personnes recherchées. Il aurait également été rapporté qu'elle aurait été aperçue la nuit dans le port avec un homme suspect. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils sont montés à bord d'un paquebot appartenant à la compagnie Thomas Holdings. Le conseiller se lève brusquement en disant que c'est sa faute et il retourne immédiatement à la capitale. Le vicomte annonce que, bien qu'il ne veuille pas intervenir, mais que quelqu'un s'en est pris à sa fille, il part lui aussi pour la capitale. À cette époque, Ryan se dirige vers l'Académie sous-marine. Il décide de retrouver les détails manquants. Au départ, il a sous-estimé la fille, mais il s'est avéré qu'elle est en quelque sorte liée à Eugène Servant, et il existe également un lien entre son père et Jean. La meilleure façon de découvrir quelque chose est de faire vos propres recherches. Cornelia Amber, professeure de mathématiques et présidente du Centre de recherche du Duché du Nord, entre dans le bureau. Ryan dit qu'il est ravi de vous rencontrer. Il n'y avait que 2 lignes écrites sur Clitia dans les documents. Elle est diplômée de la faculté d'architecture de l'Académie Sous-marin et fondatrice de la communauté.
Les objectifs, ainsi que le décodage du nom de la communauté sont inconnus, il semble s'agir simplement d'un groupe d'intérêt, mais est-ce le cas? Ryan commence à se présenter. Cornelia l'interrompt et l'informe que la personnalité n'est pas aussi importante que la passion et l'intérêt pour la recherche scientifique. La liberté de pensée scientifique est le droit fondamental de tous les citoyens de l'Empire, et le pouvoir de l'empereur ne peut la supprimer. Ryan ne comprend pas ce qui se passe. Cornelia continue en disant qu'elle ne peut pas simplement révéler des informations sur les activités et les membres de la communauté et qu'elle doit d'abord en connaître le but. Il décide qu'il ne s'agit clairement pas d'une organisation ordinaire et répond que son objectif, comme le leur, est la recherche. Il ajoute qu'il s'intéresse au même sujet qu'eux et qu'on ne trouvera pas de meilleure communauté dans l'Empire. Cornelia répond qu'il doit ensuite passer un test de connaissances de base. Ryan accepte avec confiance, même les meilleurs esprits de l'Académie de la capitale l'ont reconnu comme un génie, il n'a donc rien à craindre. Le professeur démarre le chronomètre et vous demande de choisir la bonne combinaison de couleurs. Ryan est confus. Il lui semble que c'est une sorte de code. Il doit cependant nommer une combinaison, même si elle est aléatoire. Il n'a pas le temps de répondre car le temps presse. Cornelia déclare le test comme un échec. Ryan demande si c'est une question juste, mais elle s'éloigne en silence. Cornelia Ember a soumis un article de recherche sur la géométrie interprétative à l'âge de 11 ans et a prouvé le théorème de Kertma à l'âge de 14 ans. À l'âge de 17 ans, elle fut reconnue comme un génie et se vit décerner le statut de scientifique. Mais elle a refusé un poste prestigieux dans la capitale et est restée à l'Académie sous-marine. On dit qu'elle s'intéressait à un domaine particulier de la connaissance. Ryan note que la question aurait dû expliquer ce que signifiaient les couleurs. Cornelia lui demande s'il veut vraiment rejoindre la communauté sans même connaître les bases. Elle promet de lui donner une autre chance une fois qu'il aura maîtrisé les bases par lui-même. Cornelia lui tend un morceau de papier et ajoute que la porte de la vérité ne s'ouvre qu'à ceux qui sont prêts à se consacrer à la connaissance. Le document énumère les numéros de livres et Ryan réfléchit que cette organisation doit être vraiment sérieuse. Les objectifs et les membres sont cryptés. Il y a un processus de sélection strict. Il choisit le premier livre, intitulé « L'amour immortel du duc des terres du Nord ». Ryan, en plus de sa position, possède des terres dans le nord de l'Empire en tant que duc. Il est donc le duc du Nord. Ryan étudie encore quelques volumes. Ayant admis son insignifiance face à la science, il réalise à quel point il était stupide. Il décide que Clitia a choisi Eugène en raison de son titre de longue date. Ryan va défendre son droit en tant que véritable duc du Nord. Il a encore beaucoup à apprendre. L'empereur se demande pourquoi Ryan est parti avec Miri. Tandis qu'un duc du Nord révélait l'importance de son Ithule, un autre suivait Clisia à travers le marché nocturne de Floria. Elle est ravie autant du lieu que de sa nouvelle robe. La fille lui propose de lui choisir un costume, mais il refuse. Elle se précipite immédiatement vers un autre endroit et appelle Thomas. Il décide qu'un peu d'enfantillage ne fera pas de mal. Il se retrouve dans un théâtre de marionnettes. L'histoire d'aujourd'hui concerne le dragon Hachi. Il y a bien longtemps, lorsque les terres étaient habitées par des monstres, le dragon a décidé d'aider les gens sans défense. Avec leur ami Koukas, ils ont créé une terre sûre. Et en signe d'amour pour la race humaine, ils ont donné un signe de promesse, une fleur qui exauce les souhaits. Clitia note que l'histoire de la campagne est basée sur la version de l'Empire de Fers. Thomas explique que c'est parce que Floria fait également partie du continent, tout comme son pays. La fille demande quel genre de pays est-ce. Il répond rapidement qu'il a grandi dans une région pauvre et qu'en général, le spectacle est déjà terminé. Clitia note que dans la version de Floria, le signe de promesse est une fleur, tandis que dans l'Empire de Fers, c'est une épée. Thomas ne comprend pas comment il a pu presque se trahir. Il se persuadait jour et nuit que Eugène n'existait pas et qu'il était Thomas Ruiken. Clitia entend du bruit et Eugène explique qu'il s'agit d'une compétition d'arts martiaux. La magie est interdite, seule la force physique pure est utilisée, celui qui finit hors de l'arène perd. Ruben, qui gagne, interpelle ses adversaires. Thomas remarque que la fille n'est plus à proximité. Clitia entre dans l'arène. Ruben dit moqueusement que ce n'est pas un endroit pour jouer, et la fille lui conseille de se taire. Le combat commence et Ruben ne peut même pas toucher la fille. Et elle n'essaie pas vraiment. Clitia est heureuse d'avoir l'occasion de se défouler, mais elle ne veut pas finir vite, pour ne pas décevoir le public. Les gens encouragent Ruben, et il utilise la rune du vent.
Mais Clitia échappe également à cette attaque. Mais Thomas entre alors dans l'arène et fait tomber Ruben d'un seul coup. Il demande froidement si l'utilisation des runes est interdite. Le juge est d'accord et ajoute que quiconque entre dans le cercle devient un participant à la bataille. Maintenant, la compétition se joue entre Clitia et Thomas. Pendant ce temps, Cornelia informe Ryan qu'il est la première personne à obtenir une note parfaite à l'examen d'entrée. Il pense que ce n'était pas si difficile, il fallait juste apprendre une énorme quantité de littérature. Cornelia explique que le CISG vise à collecter et à étudier de manière exhaustive la littérature thématique. Ryan demande à parler de la Grande Purge. Amber est mécontente de ne pas connaître des choses aussi simples. Elle appelle l'un des étudiants. Elle répond que la Grande Purge est un événement qui s'est produit au cours de la 3e année du règne de Jan Ferza. L'empereur monta sur le trône à l'âge de 16 ans, immédiatement après la fin de la guerre avec Servan. La noblesse fut grandement indignée par ce fait. À cause de cela, des tentatives d'assassinat contre l'empereur ont commencé. Cela aboutit à la déchéance de 6 ducs et de 11 marquis de leur titre de noblesse. Ce fut la Grande Purge, ainsi appelée parce qu'après elle, il ne restait plus de titres au-dessus du comte dans l'Empire. Ryan demande s'il y a eu des exceptions. La jeune fille répond que le titre a été conservé par le duc de la maison de Lecanois, fidèle à l'empereur. Et aussi le duc de la maison de Barthier, qui porte le même nom de famille de Ferza. Ryan précise qui est le chef de la maison Barthier. L'étudiant répond qu'il est le frère cadet de l'empereur. Il s'intéresse aux terres qui appartiennent au duc. La jeune fille nomme les frontières nord-est de l'Empire, y compris la chaîne de Xer. Ryan note que si c'est le cas, alors il s'avère qu'il est le duc du Nord, qu'il recherche depuis tant d'années. Cornelia dit que ce n'est pas entièrement vrai. L'étudiant annonce que le duc doit avoir les cheveux noirs. Il dit qu'en fait c'est lui. La jeune fille argumente, notant qu'il a les yeux bleus, pas rouges, et que son caractère n'est pas du tout comme celui du duc. Cornelia ordonne que ce cirque se termine et dit à Ryan de s'asseoir. Elle annonce le programme du séminaire annuel du CISG. La présence est obligatoire, notamment pour les nouveaux arrivants, dont l'adhésion peut être révoquée en cas de non-présentation. Ryan demande si ce jour coïncide avec la fondation de l'Empire. Cornelia répond que c'est vrai et que c'est une vieille tradition. Il est stupéfait, réalisant qu'il ne pourra pas quitter le palais un jour aussi important. Cornelia ajoute que le séminaire aura lieu dans la salle principale au 4e étage. Ryan a un moment d'inspiration et demande la permission de poser une question supplémentaire. Pendant ce temps, à Mouta, le marié regarde Shukrim manger avidement la viande. Cela le surprend encore. Bien sûr, le cheval fut d'abord confus lorsque Clitia le quitta, mais 3 repas par jour et aucun travail le convainquirent qu'il était au paradis. La dette de la fille continue de croître. Ensuite, ils amènent un autre cheval. Un groupe de voyageurs est arrivé. Les chevaux se reconnaissent entre eux. Alexandre, le nouveau cheval, demande pourquoi Shukrim n'est pas avec Clitia. Il répond que c'est juste arrivé comme ça. Soudain, Shukrim réalise que si Alexandre est là, alors le vicomte l'est aussi. Il entre simplement et appelle l'hybride. Le conseiller et Isaac arrivèrent sains et saufs en ville, même si Miri avait un besoin urgent de se reposer à l'hôtel, car ils avaient parcouru une distance de 2 semaines en une seule. Le vicomte demande aux mariés d'où ils ont obtenu Shukrim. Il répond qu'il l'a laissé en garantie. Isaac apprend que sa fille lui doit 50 000 roubles. Le marié ajoute que la dette comprend également les frais d'entretien. Le vicomte ne peut que deviner pourquoi Clitia a quitté Shukrim et ce qu'elle fait. Il dit qu'il ne fera rien, car c'est la responsabilité de sa fille. À la grande horreur de Shukrim, Isaac a l'intention de rembourser leur dette en proposant de l'envoyer travailler dans la mine. Le cheval demande à Alexandre d'arrêter son maître. Il répond que c'est impossible, car seuls ceux qui ont du sang de dragon dans leurs veines peuvent parler aux hybrides. Clitia, quant à elle, est très heureuse d'avoir l'opportunité de se battre avec Thomas. Il propose de jouer le jeu, même s'il admet ne pas avoir l'habitude de céder. Thomas décide de ne pas perdre sa vigilance, car la fille est très forte, et s'il est négligent, il le regrettera. Il décide de ne pas se battre à pleine puissance, mais de ne pas abandonner facilement. L'arbitre donne l'ordre de commencer. Thomas se rend compte que Clitia est sur le point de lui donner un coup de pied et lui attrape la jambe. Il lui demande de ne pas lever sa jambe trop haut, sinon sa robe remontera. La fille frappe, car Thomas est ouvert. Il tombe et les spectateurs rient, constatant qu'il a tenu encore moins longtemps que Ruben. Déjà dans le port de Floria, Clitia demande à Thomas s'il est trop bouleversé par la défaite. Elle continue en disant qu'elle l'a frappé alors qu'il était distrait, mais il répond que c'était de sa faute d'avoir perdu sa vigilance.
Thomas lui demande ce qu'elle compte faire ensuite. Clétia répond qu'elle pense retourner dans la capitale, car les problèmes ne se résoudront pas d'eux-mêmes. Soudain, elle voit un drapeau pirate. Thomas explique qu'ils peuvent être ici, car Floria reste neutre. Clétia imagine déjà le souverain des mers, gardant son amour pour son unique. Elle demande à aller vers eux. Thomas ne s'y oppose pas, mais il s'avère qu'ils sont des réfugiés. Après la guerre, beaucoup ont perdu leur maison et ont été contraints de vivre sur des navires. Le drapeau pirate sert à empêcher les vrais pirates de se mettre en colère, et le souverain de Floria fournit des provisions aux réfugiés. Clétia ne comprend pas comment cela est possible, puisque l'empereur a accordé la citoyenneté à tous les survivants de servants. L'un des hommes lui demande si elle est une noble femme et explique que l'empereur n'a pas les ressources nécessaires pour aider tout le monde. Certains en profitent, tandis que d'autres perdent tout, d'autant plus que les gens n'ont plus rien d'autre à faire, car leur patrie a été conquise. La fille se souvient avoir parlé à un garçon dans la rue, et Thomas pense que c'est la réalité. Jan Ferza ne fait que créer l'image d'un noble héros, mais en réalité il n'est pas du tout comme cela. Clétia rappelle que l'empereur avait personnellement déclaré que tous les habitants des terres capturées étaient désormais sujets de Ferza et que tous les citoyens de l'Empire avaient droit à une vie sûre. L'homme note qu'il ne pouvait tout simplement pas dire autre chose. Clétia demande à Thomas de lui vendre le paquebot. Thomas affirme que même si ce sera un bon refuge pour les réfugiés, le navire est un élément important de l'entreprise et vaut 20 millions de roubles. La fille, sortant une carte, promet de payer immédiatement. Thomas et l'homme sont tous deux choqués par cela. Le contrat est conclu et le paquebot devient la propriété de Clétia. Elle dit aux réfugiés que c'est désormais leur maison et que c'est le petit de l'empereur. Le navire a été rebaptisé Jan Ferza. Eugène songea à objecter. Il n'aimait pas le détournement du compte personnel de l'empereur, ni le drapeau pirate qui avait migré sur le nouveau navire, ni le nouveau nom, ni le fait que Jan Ferza soit appelé le roi des pirates. Mais maintenant, il peut légalement porter plainte contre l'empereur et ce serait un péché de manquer une telle opportunité. Lord Roberts fait irruption dans le bureau, paniqué, à la recherche de Miri. Il lui explique qu'il est parti en voyage d'affaires à Shumarin et lui demande ce qui s'est passé. Il explique que quelqu'un a retiré 20 millions et demi du compte de l'empereur. Il ajoute que l'argent a été retiré d'une carte noire, ce qui signifie qu'il s'agissait de Clétia. Le hasard fait que l'empereur a une audience ce jour-là et il n'est pas de bonne humeur. Les employés comprennent que s'il découvre les dépenses maintenant, il les supprimera tout simplement. Clarence demande ce qui leur est arrivé. Il remarque qu'elle est de bonne humeur. Elle annonce qu'Isaac Megerino est arrivé. Miri est revenue avec lui. Les employés montrent de loin la facture au conseiller, mais il ne comprend pas leurs allusions. Isaac a reçu son grade et son titre après son service vaillant pendant la guerre. Dans la famille Megerino, il ne reste que lui et sa fille. C'est tout ce que sait le conseiller. Mais il devine qu'il y a autre chose, en voyant la réaction de l'empereur. Miri signale l'arrivée du vicomte. L'empereur et le chevalier s'engagent immédiatement dans le combat, étonnant leur entourage. Yann note qu'il était sûr qu'Isaac ignorerait à nouveau ses paroles. Il répond qu'il n'a jamais ignoré les ordres. Il ajoute que Jan semble avoir amélioré ses compétences en escrime. Clarence explique à une Miri confuse qu'Isaac était le professeur d'escrime d'Yann. Isaac, âgé de 20 ans, a refusé le poste de commandant en chef juste avant le début de la guerre, n'écoutant pas les convictions du petit Jan. Il a expliqué qu'il défendrait toujours sa patrie et a ajouté que sa bien-aimée attendait un enfant. L'empereur remarque que cette même fille est désormais sa femme officielle. Clarence remarque que tout va mieux qu'elle ne l'espérait, car il y a 20 ans, Yann a juré de tuer le chevalier la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Miri lui demande avec surprise quel âge elle a, mais elle se contente de sourire en guise de réponse. L'empereur est surpris par la nouvelle de la recherche de Clésia et constate qu'il s'agit d'une erreur de Miri. Il ajoute que cela semble être la raison des représailles de Thomas. Le conseiller jure à Clarence qu'il a laissé les bonnes instructions. L'empereur dit qu'il ne sera pas difficile de rendre Clétia. Isaac pense que Jan va naviguer avec lui, mais il déclare qu'il confie au vicomte les pouvoirs impériaux. Megerino est confus, et Miri s'oppose activement à cette décision. Jan répond que c'est la seule option, car il ne fera pas confiance à Ryan avec le palais, et il n'a personne de plus proche que Megerino. Il appelle joyeusement Isaac, étonné, son beau-père. Andrew rit du fait que Jan Ferza soit désormais appelé le roi des pirates. L'empereur a offert aux réfugiés un paquebot de luxe et leur a même envoyé des provisions plusieurs années à l'avance.
Le prince remarque que Thomas a perdu sa vigilance envers Clysia. Il dit que ce n'est pas vraiment sa faute. Il y a juste eu un petit problème avec le financement du projet. C'est à cause de l'achat d'un terrain dans les montagnes Lurt. Une mine d'or a été ouverte à cet endroit, les prix ont augmenté et cela a causé des problèmes. Andrew demande s'il ne reste qu'une seule place, et Thomas est d'accord, ajoutant que tout se passera bien du côté de Carillon. Le prince est heureux qu'il en reste si peu et demande quand ils organiseront une cérémonie pour marquer le début de la construction. Il répond avec un sourire que c'était juste après la fondation de l'État. Clysia est à Floria depuis plusieurs semaines maintenant, et bien que Thomas ait couvert toutes les dépenses, elle craint d'avoir perdu trop de temps. La fille ne comprend pas pourquoi son père n'a pas encore répondu à sa lettre. Ici, l'étranger ouvre un parapluie sur elle, lui offrant un abri contre le soleil. Clytia trouve le gars incroyablement beau, et même s'il dit que c'est leur première rencontre, elle pense que son visage lui est familier. Si le duc du Nord se caractérise par des couleurs noires et rouges, alors son interlocuteur a une combinaison royale d'or et de bleu. Ils aiment passer la journée ensemble. Clytia se convainc mentalement qu'elle n'aime que l'image du duc et qu'elle ne cédera pas. En rougissant, elle dit à Thomas qu'ils ont convenu de se revoir. Il remarque qu'elle s'amuse trop, et elle rétorque qu'ils s'amuseraient ensemble s'il lui prêtait attention. Elle le taquine en disant qu'il est jaloux, et cela semble se transformer en une lutte amoureuse entre la lumière et l'obscurité. Thomas jette rapidement Clytia hors du bureau et se rend compte qu'elle a raison. Même s'il a vraiment peu de temps libre ces jours-ci, il se sent toujours mal à l'aise. Il ne comprend pas pourquoi la jeune fille communique si négligemment avec les inconnus, d'autant plus qu'elle a elle-même dit que le duc du Nord était son idéal. Clytia lui dit qu'en règle générale, le duc se rend compte de ses sentiments trop tard, et le brillant chevalier, comme c'est la mode maintenant, le défie. Thomas pense que la chose la plus importante pour une fille est simplement la beauté. Ici, il se souvient de la description de l'étranger, cheveux clairs et yeux bleus. Thomas lui demande dans quel but il est venu. Clytie répond qu'il est duc et qu'il veut améliorer sa santé. Il lui rappelle la Grande Purge, ajoutant que sa nouvelle connaissance est probablement un étranger et que son titre n'est qu'une simple formalité. Cependant, tout cela semble suspect à Thomas. Il fait un cauchemar dans lequel il rencontre Jean. Il lui dit que leurs mères sont des demi-sœurs, ce qui signifie qu'elles sont cousines. Eugène promet de se venger de ce qu'il a fait. Yann le blesse en retour et l'invite à venir quand la cicatrice sera guérie. Thomas se réveille en maudissant l'empereur et en regardant la cicatrice sur sa jambe. Pendant ce temps, son parrain, Omar Ruiken, s'excuse de ne pas avoir eu le temps de se préparer à accueillir les invités du palais. Isaac, l'empereur par intérim, décide de lui rendre visite. Miri est la plus jeune diplômée de l'académie, une conseillère qui détient le titre de l'esprit le plus brillant du siècle. Omar pense que, puisque Owen accompagne l'invité, cela signifie qu'il est vraiment une personne importante. Il note qu'ils sont venus sans avertissement, citant le refus de l'empereur. Omar craint qu'il y ait eu une fuite après la tentative d'assassinat de l'empereur, même s'il a soigneusement dissimulé ses traces. Isaac explique que sa fille s'est enfuie avec le fils de Omar, afin qu'en tant que père, il puisse trouver une solution. Il s'étouffe presque avec son thé et crie que Clytia elle-même a séduit Thomas, et, en général, il l'a élevé pour être raisonnable, pas pour le bien d'un clochard. À ce moment-là, Isaac s'enflamme, affirmant que Clytia a un tel style et est d'une beauté naturelle. De plus, elle ne blâmerait personne. Ils continuent à se disputer, décidant qui a séduit qui. Ici, Miri dit à Isaac que Thomas a rassemblé l'équipage et annulé tous les vols de Tabo Sonic. Dans son esprit, il jubile, n'essayant même pas de cacher sa réaction à Omar choqué. Le premier tour revient à Isaac. Clytia, rayonnante, salue le soi-disant duc, qui a même apporté des fleurs. Yann et Eugène se reconnaissent, mais ne le montrent pas. Thomas invite un invité à simplement passer la journée dans sa villa. Ils sont tous assis ensemble. Thomas et Jeanne échangent des plaisanteries, mais Clytia remarque qu'il règne une atmosphère étrange entre eux. La jeune fille décide qu'il s'agit littéralement de l'incarnation de ses fantasmes, un concours d'amour entre un tyran et un duc. Ici, Jeanne dit qu'il semble que sa vieille maladie l'ait rattrapée et demande à Clysia de lui acheter une fleur d'hibiscus bleu, ce qui le fera se sentir mieux. La fille part précipitamment pour répondre à la demande. Jeanne demande à Thomas ce qu'il a en tête et il lui répond que la vieille maladie est une idée stupide. L'empereur répond qu'il n'aurait jamais imaginé qu'en 10 ans, Eugène se transformerait en chasseur de femmes des autres.
Il peut à peine se retenir, se persuadant mentalement d'attendre le jour où l'Empire sera fondé. De plus, il ne veut pas déclencher de bagarre en Floride. Ian lui rappelle qu'il a dit à Eugène de venir dès que la cicatrice sera guérie. Il rétorque que la maladie n'a jamais guéri et que l'empereur en a fait trop. Ian exige de voir la cicatrice, Eugène le nie sans succès. L'empereur l'attrape et lui dit qu'il essaie d'être doux avec lui, car ils sont cousins, malgré le fait que Yang a tué tous les parents de ce dernier. Eugène répond qu'il ne se soucie pas de ses autres proches, mais qu'il ne pardonnera jamais à l'empereur la mort de sa mère. Il ne comprend pas de quoi parle Thomas, mais Clitia revient et, voyant ce qui se passe, tire de mauvaises conclusions. Dans une chambre d'hôtel 5 étoiles, Clarence demande incrédule à l'empereur s'il est vrai que Clitia est désormais avec Eugène. Il répond que c'est vrai et qu'ils sont assez proches, même si Clitia ne semble pas connaître sa véritable identité. Clarence n'arrive pas à croire qu'il les a laissés seuls. L'empereur remarque qu'il doit jouer son rôle de duc malade. Clarence ne comprend pas pourquoi l'empereur ne fait rien, renvoie tout l'équipage sauf elle, et ne fait rien d'autre que profiter de ses rendez-vous. Jean dit qu'il veut mieux connaître sa femme. Clarence rappelle sévèrement que leur fille n'est pas un jouet, mais le plus jeune chevalier de l'ordre. Il se souvient qu'une femme est également entrée et s'étonne qu'elle le contredise. Clarence souligne qu'elle devine qu'elle est ici à la place d'Isaac, mais demande quand même de ne pas traiter Clitia avec dédain. De plus, elle a soigneusement renforcé son immunité au poison. Thomas a expliqué à Clitia qu'il avait simplement attrapé l'invité qui tombait et que la fille avait tout simplement tout mal compris. Elle a promis de ne plus les taquiner. Ian dit à Clarence qu'il aimerait vérifier autre chose avant de renvoyer Clémentia. L'empereur cache son identité tout en communiquant avec Clitia afin de mieux comprendre qui elle est. Il est très heureux d'avoir également retrouvé Eugène. Après s'être faufilé dans leur maison, Ian découvre qu'ils sont dans la même chambre. Clitia insiste pour faire un massage à Thomas, mais il refuse. Il ajoute qu'une dame ne devrait pas faire irruption dans la chambre de quelqu'un d'autre. Elle répond qu'elle connaît parfaitement ses sentiments. Il était offensé quand elle passait du temps avec un autre homme et lui résistait même. Et comme il s'ennuie tellement, Clitia va passer du temps avec lui et l'aider à se débarrasser de sa fatigue. Jean perd le fil de ce qui se passe. La fille fait un massage en disant que c'est une technique enseignée aux soldats. Thomas va découvrir qu'elle est sur le point de lui casser quelque chose. Il jette la fille hors de lui et lui demande d'arrêter. Clitia note que c'est la deuxième fois qu'il se trouve dans cette situation et à ce rythme, le duc va bientôt augmenter son score à 100 points. Thomas demande de l'intimité. John décide qu'il comprend quel genre de relation il y a entre eux, mais ne part pas, décidant de tester les compétences de sa femme. C'était la mauvaise décision. Dès que Clitia le remarque, elle le frappe immédiatement et John ne peut qu'admirer sa réaction. La fille décide qu'il est dangereux, car elle n'a pas senti sa présence, même s'il se tenait derrière la porte tout ce temps. Son instinct guerrière lui dit qu'elle fait face à un adversaire sérieux. La fille utilise une rune de feu avancée. Yana est étonnée de vouloir cela dans le bâtiment. Thomas est surpris par la magie. L'empereur se rend compte qu'il pourrait esquiver ou contre-attaquer, mais cela entraînerait des problèmes pour entrer en Floria à cause d'Andrew. Il décide d'utiliser la technique des doigts. La fille ne comprend pas ce qu'il fait. Puis Thomas court pour l'aider. Il la voit allongée sur le sol. Clitia s'excuse d'avoir raté son agresseur. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un soit entré par effraction ici. Clitia réalise avec horreur qu'elle ne peut pas utiliser la magie. Thomas explique à la fille qu'elle a été soumise à un sort appelé rune Moras. En dessinant une étoile dans l'air, l'attaquant bloquait le flux d'énergie runique et se défendait de l'attaque. Au fil du temps, l'énergie se rétablira d'elle-même. Thomas ajoute qu'elle doit aller se coucher et se lève en appelant sa milady. La fille demande combien de temps encore il l'appellera ainsi. Ils sont déjà amis et maintenant Thomas peut l'appeler simplement par son prénom. Il se force à se ressaisir et commence à découvrir l'identité de l'agresseur. Ce sort, qui n'a pas été utilisé depuis 100 ans, nécessite l'utilisation de 5 éléments à la fois. Il n'y a qu'une seule personne dans tout l'Empire capable d'une telle chose, Jeanne Ferza. Thomas décide qu'après avoir vérifié la situation, il a décidé de laisser un avertissement. Eugène se ressaisit. Le plan ne changera pas et l'empereur mourra avant la fin de l'année. Le matin, c'est Jean lui-même qui apparaît. Thomas demande ouvertement pourquoi il est revenu s'il leur a rendu visite seulement cette nuit-là. Il répond qu'il confond quelque chose et qu'ils ont un accord avec Clitia. Au moment où Thomas commence à expliquer qu'elle ne se sent pas bien, la fille elle-même apparaît.
Il ne comprend pas quand elle a commencé à se sentir mieux et remarque que la fille a changé de vêtements. Jean complimente son apparence. Thomas est sur le point de partir, mais l'empereur suggère qu'ils passent du temps ensemble. Il va dire quelque chose à Clysia, et Thomas a besoin de l'entendre aussi. Alors qu'ils sont assis au restaurant, Eugène se demande de quoi l'empereur va parler. Il demande à Clément si elle sait quelque chose sur Eugène Weiner. Elle répond que bien sûr, il était l'un des princes de Cévennes, et l'empereur l'a libéré. Son père était très en colère à ce sujet. Jean précise si elle parle d'Isaac Mégerino. Clytia continue en disant qu'elle ne comprend pas du tout pourquoi l'Empire Cévennes a déclenché la guerre, et que les princes et leur empereur sont tous deux du même acabit. Il est grand temps d'attraper Eugène et de le punir. Jeanne éclate de rire face à la réaction de Thomas. Clytia demande si son interlocuteur est de Ferza et, apprenant que c'est le cas, s'excuse de l'avoir appelé par erreur duc. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, mais la fille lui rappelle la Grande Purge. Elle ajoute que leur empereur peut être un véritable psychopathe et que son père pâlit toujours à la simple mention de son nom. Clytia explique que c'est à cause de lui qu'elle ne peut pas revenir, bien qu'il soit un souverain sage, mais il y a diverses rumeurs, par exemple, selon lesquelles il aurait massacré tout un tas de nobles directement dans la salle du trône. Jeanne répond qu'en effet, l'empereur ne voulait tout simplement pas laisser les traîtres en vie. Il dit que comparé au massacre de Carrion Fields, ce n'est rien. Jeanne demande si Clytia sait que son père est dans la capitale. La fille est surprise qu'ils se connaissent. Il ajoute qu'ils se connaissent bien et que lui-même fait partie d'une famille impériale. Il l'invite à revenir ensemble dans la capitale. Thomas commence à objecter, mais décide ensuite de ne pas intervenir. Après tout, il n'est que le compagnon de la fille, pas son protecteur. Thomas lui conseille de revenir. Lui-même doit encore rester pour régler les problèmes. La fille dit qu'elle devra revenir un jour de toute façon. Jeanne l'encourage, ne voyant aucune raison de tarder. Il ajoute que les affaires de la fille seront livrées et qu'il est temps pour elle de revenir. Clytia ne s'attendait pas à ce que tout se passe si aléatoirement. Elle n'a même pas vraiment dit au revoir à Thomas. La jeune fille demande à Jean d'attendre et appelle le duc du Nord, le remerciant pour son aide et promettant de le rembourser dès son arrivée à Mutu. Il lui dit à son tour au revoir. Ils partent. Thomas les regarde passer en silence. Ils sont partis à bord du navire ultra-rapide Hermès. Il est équipé d'un moteur magique de la plus haute puissance et est capable de parcourir en 3 heures une distance qui prendrait une semaine à d'autres navires. C'est le navire le plus rapide de l'Empire. Clytia est vraiment ravie. Jean lui demande si ça lui plaît et elle dit oui. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été sur un bateau aussi rapide. Après avoir précisé qu'il s'agit bien de son navire, Clytia remarque qu'il est un homme chanceux. Il a à la fois de l'argent et de la beauté. Il répond qu'il a de bons revenus et de l'influence. Clysia pense que de telles phrases sont généralement dégoûtantes, mais son compagnon est vraiment impressionnant. Yann dit qu'il pourrait également influencer ses problèmes avec la famille impériale. Thomas regarde le voilier. Il décide qu'il a fait ce qu'il fallait et qu'il ne devrait pas s'en faire. Ici, quelqu'un l'appelle par son vrai nom. Il se demande comment il ose s'adresser à lui comme ça. Il ajoute qu'une longue vie n'a rien appris à son interlocuteur. Ayant à peine survécu à la catastrophe de Xena, il est immédiatement venu vers lui. L'homme demande si Eugène va vraiment tourner le dos à Xena. Thomas les accuse d'avoir détruit l'organisation. L'homme remarque qu'Eugène est toujours déterminé à exécuter son plan. Il rappelle que Jeanne Ferza vient de quitter Floria. En criant que tout est fini, il se précipite sur Thomas. L'homme ajoute que l'empereur ne reviendra jamais sur le continent et Eugène comprendra enfin qu'il sert vraiment l'Empire servant. Clytia et Jeanne remarquent qu'un des appareils brûle trop fort. Il se rend compte qu'il a baissé sa garde. L'empereur se rend compte que le bloc moteur est surchargé et va bientôt exploser. Il sait qu'il a fait une erreur en ne vérifiant pas tout plus minutieusement, mais il considère quand même cette tentative comme pathétique. Il n'est pas si facile de se débarrasser de lui. En même temps que Clytia, ils utilisent des runes, décidant de détruire le bloc. Les runes activées ne peuvent pas être annulées. 2 runes avancées entrent en collision et provoquent une explosion. Sous les yeux de Clarence, le navire est en train d'être déchiré. Jeanne tire Clytia sur le rivage. Juste avant la terrible explosion, l'empereur a créé une barrière protectrice et a déformé l'onde de choc à l'aide de la rune du vent. C'est alors que Clytia réalisa qui était devant elle. La jeune fille s'éloigne rapidement de l'empereur, décidant que si elle était attrapée, elle serait inculpée. Jean lui ordonne d'arrêter, la menaçant de la peine de mort.
Déjà sur le rivage, ils sont assis en silence. Se sentant mal à l'aise, Clytia s'empresse d'allumer un feu. John lui dit de se détendre. La jeune fille propose d'explorer les environs, mais l'empereur répond que cela ne sert à rien, car il semble être sur une île inhabitée. Ryan a terminé avec succès ses études à l'académie et est retourné dans la capitale. Il est accueilli avec une véritable agitation. Ici, il rencontre Isaac et Miri. Le conseiller met rapidement Ryan au courant. Miri confirme que l'empereur est parti à la poursuite de Clysia, ajoutant que toutes les affaires doivent être réglées avant son retour et il compte sur l'aide de Ryan. En utilisant la rune, il s'enfuit rapidement. Jeanne est convaincue qu'il n'y a pas d'autres îles aux alentours et qu'il n'y a aucun moyen de communication. Clytia annonce joyeusement qu'elle a trouvé le petit déjeuner. Elle est sur le point de commencer à cuisiner, mais Jeanne s'y oppose et la fille libère le serpent. La fille précise qu'ils doivent rester sur l'île pour toujours. L'empereur répond qu'ils passeront alors toute leur vie ensemble. Clytia décide qu'elle est tombée dans le genre de l'emprisonnement, mais elle rejette ensuite cette pensée. Bien qu'elle semble étrange à Yann, il admire ses capacités de survie. Il décide que c'est Isaac qui lui a tout appris. Ici, ils aperçoivent un navire et pensent que la chance leur a souri. Un drapeau pirate flotte sur le navire et son équipage annonce que devant eux se trouve le navire de Jamferza, suivant les préceptes du grand roi pirate Jan et lui fournissant un soutien sans aucune condition. L'empereur est déjà prêt à utiliser la rune. Il est furieux qu'une bande de pirates ait osé s'approprier son nom. Clytia intervient rapidement, disant qu'il n'y a pas de pirates du tout, mais des réfugiés, et qu'elle a acheté le navire avec l'argent de l'empereur et le leur a remis. Jan ne comprend rien et Clytia lui explique comment tout s'est passé. Elle dit qu'elle s'est souvenue de l'indemnisation et qu'elle a donc utilisé l'argent. L'empereur remarque que ces fonds ne lui appartiennent pas encore et qu'il serait judicieux de les gaspiller pour des réfugiés inconnus. La fille répond qu'elle comprend qu'il est impossible d'aider tout le monde, mais de cette façon, il y aura au moins un peu moins de gens affamés et errants dans le monde. Elle ajoute qu'elle est sûre que Jan le voulait aussi. Clytia tombe à genoux, suppliant de ne pas être exécutée. Jan répond que même si la fille est un véritable aimant à ennui, il veut quand même la voir. Clytia demande à nouveau avec étonnement. Mais alors, un membre de l'équipage du navire signale qu'il s'approche déjà. L'empereur dit à Clytia que c'est son tour. La fille est très surprise par le fait qu'il l'appelle par son nom. Devant les pirates stupéfaits, Sean transporte Clytia à travers l'eau en utilisant la rune du vent. L'équipage du navire devine qui se trouve devant eux. Jeanne remarque qu'il peut être considéré comme leur capitaine. Les marins sont sûrs que le roi pirate lui-même, accompagné de l'héroïne, est descendu du ciel vers eux, décidant de rendre visite à son peuple. L'un des pirates presse les autres d'apporter quelque chose. Il s'avère qu'il s'agit d'un ensemble complet de vêtements pour le roi des pirates. L'empereur se déguise en lui. Il reste satisfait, comme le note Clysia. Les pirates sont pressés de lui montrer leur talent. Certains d'entre eux jonglent, d'autres tiennent des assiettes sur leur tête, et l'une des femmes annonce qu'elle peut prédire l'avenir. Clytia se précipite vers elle. Elle informe qu'une richesse inattendue attend la jeune fille. Clytia demande à regarder la ligne d'amour, mais Jeanne exige d'abord de récupérer la carte. La jeune fille donne docilement la carte et retourne voir la diseuse de bonne aventure. Elle dit qu'une merveilleuse union l'attend. La jeune fille demande joyeusement si ce sera le duc du Nord. Mais la femme ajoute ensuite qu'un moment de bonheur sera suivi d'une perte. Elle demande pourquoi le fil de la vie de Clysia est relié à quelqu'un qui n'est plus en vie. La fille ne comprend pas ce que cela signifie. Va-t-elle vraiment épouser un homme mort? La diseuse de bonne aventure va regarder les lignes de l'empereur, mais Clysia demande à réessayer avec elle. Elle explique que l'avenir est immuable et que les relations et la vie de chacun dépendent de la grande roue du destin. La jeune fille se souvient qu'elle avait déjà entendu quelque chose de similaire. Jeanne refuse, disant qu'il ne reconnaît pas la voyance. Ce nom est offensant pour les femmes. L'empereur envoie une lettre par mouette. Il constate qu'il reste environ 2 heures avant d'atteindre la base du détroit de Bourbon et les marins répondent qu'ils ont changé de cap comme il l'a ordonné. Yann, se faisant appeler le roi des pirates, ordonne à tout le monde de se rassembler sur le pont. Il donne des ordres à tout le monde. Clytia remarque qu'il ne semble pas avoir l'intention de rendre le navire. Une des filles demande si Clytia est sexy et l'appelle une héroïne. La jeune fille embarrassée demande à ne plus l'appeler ainsi, mais son interlocuteur répond que grâce à elle, elle a trouvé la paix. Clytie dit qu'elle a simplement persuadé l'empereur, mais la jeune fille insiste sur le fait que c'est elle qui en était à l'origine.
Elle les considère tous deux comme de grands bienfaiteurs. Jan annonce que l'équipage a bénéficié de sa protection pendant tout ce temps et que si cela s'était limité à cela, cela aurait été une mission humanitaire. Mais ils ont osé se qualifier de pirates. Ils essaient de se justifier d'une manière ou d'une autre, mais Jan les interrompt, notant qu'un si grand navire navigue tranquillement dans leurs eaux et le vénère même comme le roi des pirates. Il n'a qu'une seule commande. À la base Bourbon, l'amiral Wilson Nile est stupéfait de lire l'ordre personnel de l'empereur, délivré par une mouette. Il ne comprend pas pourquoi Jan a exigé cela. Il rapporte quant à lui que désormais l'équipage sous sa direction deviendra de véritables pirates. Les épisodes spéciaux présentent des personnages différents. La première d'entre elles est Cornelia, qui fut reconnue comme un génie à 17 ans. Un jour, elle a confisqué un roman à un étudiant qui le lisait pendant un cours. Le professeur a décidé de l'examiner elle-même. C'est ainsi qu'elle devient la première conseillère de la société. Le deuxième épisode raconte le temps passé par le comte Miri au domaine de Megerino. La femme de chambre lui a offert un livre. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un roman intitulé Le Duc du Nord et le Collier. Exemplaire rare, première édition et non censurée. Le conseiller a rejeté avec indignation le matériel de lecture, exigeant que son livre lui soit apporté. Il se plongea avec plaisir dans l'étude du code impérial, pensant que tout le monde trouvait cela étrange. Le troisième épisode concerne Ryan. Il demande à Cornelia ce qui arriverait si le duc du Nord et l'empereur tombaient amoureux de la même fille aux cheveux roux et aux yeux dorés. Le professeur déclare que c'est impossible, car si le héros a les cheveux noirs et les yeux dorés, alors l'héroïne doit être blonde.